Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre, semaine du 19 novembre 2024. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour des jours qui ont été fort chargés en actualité internationale, bien sûr, au cours des derniers jours. Vous comprendrez qu'il sera question d'abord de la transition Donald Trump, de la nouvelle administration qui se présente, un certain nombre de nominations qui sont assez intéressantes et qui en disent, à mon avis, très long sur la direction, la trajectoire que pourrait prendre une prochaine administration Donald Trump. Ensuite, il sera question de l'Ukraine, des négociations qui sont actuellement en cours déjà, alors que justement cette nouvelle administration Trump se prépare à arriver à Washington. Vous avez partout en Europe, mais aussi plus largement ailleurs dans le monde, même au Moyen-Orient, un certain nombre de gouvernements qui commencent déjà à se positionner et à prendre posture pour cette nouvelle administration, afin de s'assurer que justement leur positionnement, leurs déclarations publiques sont en adéquation avec ce qui est réaliste vis-à-vis la prochaine administration. Au Canada, vous avez Justin Trudeau qui a reconnu cette semaine de manière publique et assez flagrante son erreur en matière d'immigration. Une erreur qu'on a relevée déjà à plusieurs occasions ici dans la revue de presse. Une erreur qui dépassait bien sûr la nature politique, la dimension politique et qui rejoignait vraiment la question tout simplement des intérêts supérieurs du Canada. On avait parlé de ces problèmes bien sûr en ce qui a trait à la livraison des services sociaux, que ce soit en santé, éducation, que ce soit même au processus d'immigration lui-même qui devient de plus en plus compromis en termes de son échéance, de sa durée. Ça devient de plus en plus compliqué alors que ce système est saturé. Justin Trudeau, après avoir maintenu très longtemps que l'immigration était la porte de sortie pour le Canada de cette crise qu'on avait d'abord identifiée comme une crise de la main-d'œuvre et qui s'est rapidement transformée en crise de l'inflation et en crise des services publics, on reconnaît aujourd'hui du côté du gouvernement libéral que l'immigration a non seulement un rôle à jouer, mais que c'est en fait un des principaux contributeurs à cette crise et que donc la posture canadienne n'est plus compatible avec l'époque dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On y reviendra dans un petit moment. Israël, vous avez également des développements assez intéressants alors que d'un côté, Israël nous parle d'un potentiel cessez-le-feu avec le Liban. On y reviendra dans un moment. Et de l'autre côté, on nous parle en fait de négociations qui achoppent toujours plus avec le Hamas. Donc là-dessus, un peu, on parle des deux côtés de la bouche et il sera intéressant de savoir un peu quelles sont les considérations alors qu'un conseiller de Netanyahou déjà justement promet un cessez-le-feu libanais à Donald Trump. Commençons sans plus tarder. Avant qu'on y aille aussi, quelques dossiers en rafale qu'on pourrait couvrir ou ce qu'il y a de l'Iran, de l'élection en Allemagne et de Haïti. Je sais quelques-uns d'entre vous être intéressés par les développements à Haïti. On y reviendra potentiellement en fin d'émission si on a le temps. Alors, on commence sans plus tarder avec ces nominations de l'administration Trump et je pense qu'on peut le reconnaître. S'il y en a quelques-uns qui doutaient peut-être de la volonté de Donald Trump d'aller jusqu'au bout et d'appliquer chacune des promesses qui avaient été articulées durant la campagne, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que c'est bien tout le contraire, que l'administration Trump et Donald Trump personnellement a l'intention de mener son agenda jusqu'au bout et à la différence du premier mandat, on n'attendra pas que son cabinet se range derrière lui. Plutôt, Trump semble vouloir choisir un cabinet qui est... En fait, on le qualifie, du côté de l'administration Trump, on parle de révolutionnaire du petit gouvernement. Donc, on veut avoir des gens qui sont convaincus non seulement de l'agenda de l'Amérique d'abord qui a été proposé par Donald Trump, mais aussi plus largement, qui ont une vision assez conservatrice dans le sens propre du terme de la place que devrait occuper l'État dans la société. On parle donc de supprimer un certain nombre d'agences gouvernementales, mais aussi plus largement d'insérer un mécanisme pour valider et vérifier l'efficacité des agences qui sont opérantes actuellement. Elon Musk y allait d'ailleurs d'une déclaration assez intéressante là-dessus il y a quelques heures seulement alors qu'il donnait une entrevue et mentionnait, vous savez, il y a quelque chose comme 450 agences gouvernementales aux États-Unis. Et pourtant, c'est un pays de quelques 200 ans, 250 ans. On parle donc d'environ presque 2 nouvelles agences gouvernementales créées à chaque année aux États-Unis. Ça devient absolument impossible à gérer. Et là-dessus, on en parlait au cours de la dernière revue de presse. Moi, j'estime vraiment que c'est probablement une des fonctions les plus prometteuses de cette administration Trump qui, je pense qu'indépendamment de notre appartenance politique, on peut tous reconnaître, que ce soit de la droite, de la gauche, du centre, que vous soyez libertarien ou que vous soyez socialiste, je pense que vous pouvez tous reconnaître qu'il y a des inefficacités énormes dans l'appareil étatique et dans les gouvernements occidentaux de manière plus générale. On a tendance à regarder, nous, chez nous, au Québec, au Canada, en France, dans notre localité, et à se dire, ça doit être exceptionnel et absolument extraordinaire, comme dans « ce n'est pas ordinaire ». C'est ce qui est décevant, en fait. C'est tout à fait ordinaire. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait fréquent, récurrent. On le voit partout à travers l'Occident. Et c'est pourquoi je suis aussi excité de voir une proposition de la nature de celle de Elon Musk, où ce qu'on vient de dire, essentiellement, c'est de dire, vous savez, on n'est pas opposé à
à avoir des agences gouvernementales. On n'est pas opposé à l'idée d'aider les gens à travers le bras de l'État. Ce à quoi on est opposé, c'est à dilapider les fonds publics, à dilapider l'argent qui a été taxé au public américain, aux entreprises et à l'économie américaine in the first place, pour ensuite aller la garrocher par les fenêtres sur des fonctions qui ne servent pas les intérêts de la nation. Quelques exemples ont déjà été identifiés depuis un moment, notamment par Elon Musk, qui se donne un grand plaisir depuis quelques jours de publier des exemples de ce genre de dépenses. Comme quoi, partout où on regarde, on trouve des dépenses absolument inacceptables. Un exemple qui avait été relevé, c'était une étude financée à coût de 3 millions de dollars des payeurs de taxes qui avait été dont l'objet est essentiellement d'injecter de la testostérone à des rats et à les faire battre ensemble, à organiser des combats de rats. Et on parlait donc du Rat Fight Club, financé à coût de 3 millions de dollars. Et ce qu'on voulait faire à travers cette étude, c'était essentiellement mieux comprendre les interactions entre les Noirs et les minorités visibles dans les quartiers défavorisés. Ça vous donne une idée à quel point on devient dans une espèce de... Bon, on pourrait débattre très longtemps en passant de la pertinence d'organiser des études de sciences sociales pour les humains avec des rats. Il y a quelque chose de tout à fait absolument scandaleux là-dessus. Donc, c'est le genre d'image que tente d'utiliser Elon Musk. Au-delà de l'exemple très anecdotique, on essaie d'illustrer justement cette espèce de gaspillage qui n'est pas des fonctions de l'État. On parle pas de fonctionnaires. On parle pas, du moins pas encore. Ce qui me semble plus intéressant pour ce qui est de cette initiative-là, indépendamment justement des exemples anecdotiques, c'est l'insertion, la création, l'intégration d'un mécanisme de vérification, de contre-vérification. Entre vous et moi, je pense qu'il est tout à fait normal pour n'importe quelle grande organisation, à mesure où elle se développe, de s'assurer qu'il n'y a pas des pertes d'efficacité, de s'assurer qu'il n'y a pas des endroits où on garoche de l'argent par les fenêtres. Et si dans toutes les organisations privées, c'est le genre de choses où c'est impératif, nécessaire, essentiel, sans quoi il y a des conséquences directes et assez rapides, parce que sinon les compétiteurs vont le faire. Si on se met à garrocher de l'argent par les fenêtres, justement, et il y a des conséquences dans le secteur privé, on devient moins compétitif. Cette conséquence, elle s'applique aussi pour le secteur privé. Malheureusement, elle est beaucoup moins explicite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut rendre l'appareil étatique toujours moins efficace et toujours moins compétitif et rendre le secteur privé lui-même toujours moins compétitif, sans vraiment en souffrir de conséquences, sans vraiment que personne ne perde son emploi, sans vraiment que les conséquences économiques de ce ralentissement soient senties par les gens qui l'ont organisé. Ça, il y a un énorme problème. Et la motivation, donc, pour les fonctionnaires de l'État, la motivation pour les agences gouvernementales n'est pas de se contre-vérifier. Plutôt, quand on manque d'argent, on va pas essayer d'identifier des moyens d'en récupérer à l'intérieur de la structure. On va seulement demander pour plus. Il n'y a rien de plus destiné à l'expansion éternelle et perpétuelle qu'une agence gouvernementale. Sa seule orientation est d'avoir toujours plus de moyens. Et c'est loin d'être quelque chose qui est exclusif au gouvernement. Ce qui est exclusif au gouvernement, c'est le fait qu'il n'y a aucune pénalité, c'est le fait qu'il n'y a aucune limite pratique à l'expansion. Parce que si on regarde une organisation de la société privée, si on regarde une organisation de la société civile même, des organisations à but non lucratif, etc. Tout organisme a pour fonction, c'est biologique, c'est au fond de nous-mêmes, de grandir. Évidemment, on veut plus de ressources, évidemment, on veut plus de place. C'est vrai pour des microbes, c'est vrai pour des bactéries, c'est vrai pour des organismes. Maintenant, lorsqu'on entre dans un gouvernement, il devient absolument important d'insérer les mécanismes pour empêcher que ça devienne tout simplement une expansion perpétuelle et qu'une fois de temps en temps, on relève là où il y a des accros. Donc, l'idée d'Elon Musk là-dessus me semble absolument nécessaire et je suis certain que rétrospectivement, on va se cogner la tête en se demandant mais pourquoi ça a été si long? Pourquoi est-ce qu'on a cru qu'on pourrait tout simplement imposer toujours plus d'argent jusqu'à ce qu'il en reste plus dans les poches du public pour financer des agences qui, elles, n'ont aucun mécanisme de contre-vérification? Ça me semble tout à fait évident. Donc, pourquoi je vous dis que c'est excitant? On en parlait dans la dernière revue de presse aussi. J'ai l'impression que ça pourrait carrément, et je pèse mes mots, sauver l'Occident, que ça pourrait sauver les pays G7, G20, les pays développés qui, depuis un temps, à travers l'Occident, et même on pourrait inclure tous les pays développés, comme je vous dis, font face à des structures bureaucratiques toujours plus pesantes, toujours plus contraignantes, qui empêchent la mobilité du secteur privé, qui empêchent la créativité, l'inventivité, l'innovation et qui ralentissent et qui, bien sûr, nuisent à la compétitivité vis-à-vis des États qui ne font pas face à ce genre de choses. On parle bien sûr aux pays émergents, mais aussi également à des pays comme la Chine et à des pays du Moyen-Orient qui disposent de moyens considérables mais qui ont choisi de ne pas s'encombrer d'une énorme structure bureaucratique. Donc,
Cette mesure, pour moi, d'Elon Musk me semble absolument nécessaire. Et quand je vous parlais tout à l'heure de l'administration Trump et de ses visées, c'est que l'idée ici qui a été proposée, ou plutôt incarnée par le département de l'efficacité gouvernementale, le fameux DOGE de Elon Musk, c'est que ça s'incarne un peu à travers tous les candidats ou les candidats à la nomination, devrais-je dire, les nominés qui devront être confirmés par le Sénat de l'administration Trump. On parle notamment de Matt Gaetz au poste de procureur général. Matt Gaetz qui est probablement, disons-le, celui qui a le plus de chances d'être rejeté par le Sénat dans le processus de nomination. On va en énumérer quelques-uns. Plusieurs d'entre eux ont des profils assez controversés. Cependant, je vous dirais, de mon côté, il y a Matt Gaetz que moi-même j'ai grincé des dents au moment où on a annoncé son nom, à me dire... Parce que lorsqu'il est question de procureur général, c'est une position qui est d'abord extrêmement influente. On est question, c'est qui va mener les poursuites au nom de l'État, au nom du département de la justice, qui va diriger le département de la justice d'une certaine manière. Alors donc, le procureur en chef, Attorney General, a vraiment une influence absolument gigantesque là-dessus. Et ça indique un peu le niveau de loyauté, le type de candidat qu'on a sélectionné. Ça indique que Donald Trump aurait peut-être l'intention, effectivement, de prosécuter, de mener des poursuites contre certains de ses opposants politiques ou de ceux qu'on considère ont nuit aux États-Unis ou encore ont utilisé leur pouvoir de manière criminelle, illégale ou encore abusive lors du premier mandat de Donald Trump. Certains ont déjà été identifiés en passant. Je lisais tout à l'heure, juste avant d'entrer en ondes, un article fascinant qui a été publié chez Politico où on discutait avec un avocat spécialisé, en fait, dans l'utilisation du pouvoir à l'intérieur du gouvernement, etc., et qui déjà est en train de recruter un certain nombre de clients qui, eux, sont terrorisés à l'idée d'une administration Trump qui pourrait décider de se venger, qu'il y a déjà un certain nombre de signes, comme quoi, effectivement, on pourrait utiliser le département de la justice à des visées sans nécessairement dire politique, disons plus agressive et plus active qu'on l'aurait fait précédemment. Un des exemples qui a été relevé notamment par cet avocat et que je trouvais absolument pertinent, c'est une entrevue justement avec Politico. Donc on disait, vous savez, pour prendre un exemple très facile, vous, Politico, typiquement, vous pourriez publier un article dans lequel vous coulez de l'information qui est normalement classifiée, mais que puisque vous êtes un organe médiatique, il n'y aurait pas de poursuite. Cela étant dit, le journaliste qui, lui, a publié cet article, pas l'organe de presse, le journaliste, serait tout à fait admissible, en fait, serait tout à fait passible d'être poursuivi par la loi contre l'espionnage. Où on dirait, tu as, par exemple, le 23 octobre 2023, pour prendre exactement les propos de l'avocat, tu as discuté à CNN de questions qui se rapportaient à la sécurité nationale et on va te poursuivre pour ça. Typiquement, ce genre d'action du département de la justice, le code, les mœurs, c'était de ne pas justement mener les gens en cours pour ce genre de déclaration. Il se pourrait effectivement qu'une administration Trump décide d'aller dans cette direction. Et la nomination d'un procureur en chef qui est d'abord et avant tout qualifié par sa loyauté avant sa compétence, en la personne de Matt Gaetz, ça indique effectivement que Trump recherche des gens qui ont pour principale qualité la volonté de suivre le pas. Matt Gaetz, de son côté, là-dessus, je vous demande de ne pas me prendre au mot. Allez lire. Ceux qui, surtout en anglais, les articles Wikipédia sont mieux développés, toujours lorsqu'il est question de personnalité américaine, si on va en anglais. Je vous invite à aller lire et ne me prenez pas au mot. Probablement que vous allez grincer des doigts, vous aussi, à voir ce qu'on reproche à Matt Gaetz, l'historique du bonhomme, quel est son profil environ. Matt Gaetz, pour faire une longue histoire courte, est un politicien de Floride qui un peu un politicien à papa, descendant d'une famille politique, qui a été impliqué dans un certain nombre de scandales, notamment, oui, des scandales sexuels impliquant des mineurs et des questions pour lesquelles, soyons clairs, on ne l'a jamais accusé, mais pour lesquelles on a tourné très longtemps autour de Matt Gaetz. Et il y a eu, toutes ces ententes de confidentialité autour de tout ça qui ont été signées. Donc, disons qu'en termes de probité individuelle, on n'a pas devant nous un individu fantastique. On continue ensuite, cependant, et c'est pas mal le seul sur lequel je mettrais de grosses réserves, Monsieur Matt Gaetz au poste de procureur général. Il faudrait pas se surprendre d'ailleurs si les républicains ne le confirment pas au Sénat et si on arrive avec un autre procureur général au bout de la ligne. En fait, plusieurs mentionnent même ou postulent que Matt Gaetz serait peut-être un sacrifice, un tribut payé par Donald Trump, sachant très bien qu'au moins un de ses candidats serait refusé par le Sénat
une de ces nominations ne passerait pas, ben si on envoie Matt Gaetz, l'essentiel des critiques risque d'être concentré sur son cas. Parce qu'on continue justement avec un certain nombre de nominations qui sont loin d'être consensuelles non plus. Tulsi Gabbard, qu'on nomme à la tête des services de renseignement. Ça, je vous l'avoue, je l'applaudis à main jointe. Pour moi, c'est vraiment une nomination fantastique. Tulsi Gabbard, qui est une femme extrêmement compétente, une politicienne talentueuse, il faut le dire d'abord. C'est quelqu'un qui s'exprime très bien, c'est quelqu'un qui comprend bien aussi le milieu du renseignement. Soyons clairs, Tulsi Gabbard a elle-même servi dans les forces armées américaines et occupe toujours aujourd'hui un poste de colonel dans les forces de la réserve. Et Tulsi Gabbard a tout récemment, si vous en souvenez, tout récemment quitté le Parti démocrate, changé son allégeance pour devenir républicaine, dans la foulée, bien sûr, de ce rapprochement avec Donald Trump. Ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent moins Tulsi Gabbard, il faut se souvenir, Tulsi Gabbard était une opposante justement à l'establishment démocrate lors de la campagne de 2020. Ceux qui se souviendront de cette fameuse campagne primaire de 2020 chez les démocrates où on avait une tonne de candidats qui venaient d'un peu partout, Tulsi Gabbard était probablement une de mes favorites personnelles par sa volonté justement de remettre en doute et de remettre en question un certain nombre de consensus et de tabous dans le Parti démocrate, comme le complexe militaro-industriel, comme la guerre en Ukraine, comme la guerre en Ukraine à ce moment n'était toujours pas arrivée, mais comme l'implication américaine plutôt à travers l'Europe, à travers l'OTAN, à travers le Moyen-Orient. Il y a un certain nombre de déclarations là-dessus qui déjà en fait invitaient les démocrates à pointer dans la direction de Tulsi Gabbard en disant que c'était une agente de la Russie. Comme quoi c'était un foreign asset et qu'elle devrait s'enregistrer comme une promoteuse de la Russie, alors que c'était du salissage, c'était complètement crasse. Tulsi Gabbard aura fini par quitter le Parti démocrate et rejoindre les républicains dans une manœuvre très publicisée lors de la convention républicaine, si je me souviens bien. Non, c'était après la convention républicaine il y a quelques semaines. Donc Tulsi Gabbard qui hérite d'un poste extrêmement influent, ça il faut le mentionner. C'est pourquoi je vous dis, on a tendance souvent, oui, à arriver avec un certain nombre de réformistes à Washington, mais on va les installer dans des postes qui sont dédiés à des réformistes. On pourrait instaurer, par exemple, au niveau de la frontière, au niveau de secrétaire d'État. Ce sont des postes où on peut donner un peu plus de latitude parce qu'au bout de la ligne, il découle du président. Le président donne une orientation. Lorsqu'il est question des services de renseignement, c'est un poste extrêmement influent de par la capacité à changer les directions, la trajectoire de la politique étrangère américaine. Et normalement, les plus grands opposants au mandat Trump ou ceux qui ont lors du premier mandat, qui ont présenté un obstacle à l'implémentation d'un certain nombre de politiques, c'était justement les services de renseignement. Et je me souviens d'ailleurs à cet égard, déclaration, si je me souviens bien, de Adam Schiff en 2020, c'était juste avant 2020, c'était pour l'élection de 2016, mais lors d'une élection présidentielle précédente, je me souviens plus si c'était 2016 ou 2020. Adam Schiff était allé d'une déclaration absolument spectaculaire, alors que Donald Trump avait critiqué les services de renseignement, critiqué la CIA, critiqué le FBI, et les démocrates, en la personne d'Adam Schiff, avaient répondu carrément en disant « Tu devrais faire attention avec la CIA. Because they can screw you 6 ways from Sunday. » Les services de renseignement, quand tu décides de t'y attaquer, peuvent se retourner contre toi. Puis ils vont trouver 50 manières de te mettre dans le pétrin. C'était le propos des démocrates, qui déjà voyaient d'une certaine manière que le président n'avait pas l'autorité sur les services de renseignement et que le président devait montrer qu'il était un subordonné, accepter la volonté des services de renseignement. Donc, ce que vient faire Donald Trump en assignant Tulsi Gabbard ou en nominant Tulsi Gabbard à une position de la sorte, il faut être très clair, c'est une provocation. C'est une provocation totale. C'est de prendre quelqu'un qui partage son regard et sa vision des services de renseignement, comme quoi il y a effectivement une étape profonde, qui aurait travaillé contre son premier mandat, et d'y nommer quelqu'un qui a l'intention de démanteler l'état profond en question, qui a l'intention affichée de s'attaquer aux services de renseignement et qui a été par des déclarations, je parle de Tulsi Gabbard, par plusieurs déclarations dans le passé, qui a attaqué les services de renseignement pour des trucs plus ou moins catholiques qu'on relève qu'ils auraient peut-être été impliqués. Donc, Tulsi Gabbard à la tête des services de renseignement, ça annonce en soi un changement d'approche total et c'est un signal de Trump aux services de renseignement comme quoi ils sont maintenant sous la responsabilité de la Maison-Blanche et non l'inverse. Robert F. Kennedy Jr., une autre nomination extrêmement controversée, cette fois au poste de secrétaire de la Santé. Je vous avoue que pour ma part, c'est très personnel,
Robert Kennedy Jr., je ne comprends pas ce qu'il y a de controversé. Je ne le comprends pas. Et les médias vous diront vaccino-sceptiques aussi. D'abord, je lisais ce matin sur le Figaro. Allez lire, ce matin. Des centaines de Français qui ont des symptômes suite à la vaccination et qui se butent aujourd'hui à un mur dans le système de santé parce qu'on refuse de reconnaître le lien de causalité entre l'un et l'autre. D'abord, soyons très clairs, vaccino-sceptique, je suis très certain, pour ma part, que l'histoire apportera un peu de nuance là-dessus. Et que très certainement, ceux qui, dans la période de vaccination de 2020, 2021 à 2022, 2023, qui auront appelé à la prudence sur le processus, sur à quel point ça a été expédié, sur les potentiels effets, je suis certain que l'histoire va regarder dans cette direction avec un peu de tendresse. Un peu de tendresse. De la même manière de ceux qui dénonçaient l'inflation inévitable et la dette publique, et etc., des trucs, et l'immigration massive, et des trucs qui étaient taxés de toutes les pires accusations de racisme, etc., où là, on ne peut même plus poser de questions et se demander si, en passant, et là, à quel point ce n'est pas politique. Et c'est ce qui vient un peu, justement, taxant lorsqu'on parle du vaccin, ça devient tellement dangereux, c'est de marcher sur des œufs. Souvenez-vous que les démocrates refusaient de prendre le vaccin alors que c'était Trump au pouvoir. Que Trump proposait l'effort Warp Speed, l'opération Warp Speed, qui était donc l'opération pour développer le vaccin à une vitesse record et le distribuer aussi rapidement que possible. Les démocrates étaient à la télévision à dire ouvertement, mais qui va prendre ce vaccin développé par Trump en quelques semaines? Franchement, c'est jusqu'à ce que les démocrates prennent le pouvoir et mettent de côté toutes ces questions. Donc moi, j'ai du respect pour quiconque se tient debout et maintient ses positions indépendamment de qui est au pouvoir. Pour tous ceux qui ont l'indépendance intellectuelle et l'autonomie, de dire, vous savez, moi, je pense comme ça, indépendamment de qui me dit le contraire. Ça, je le respecte d'abord. Donc, Monsieur Kennedy Jr., je refuse de le disqualifier moralement, intellectuellement, politiquement, sur la base de j'allais pas dire son opposition. Allez lire les positions, s'il vous plaît, parce que les médias se font un grand plaisir en ce moment à essayer de le disqualifier là-dessus. Allez lire ses propos. Jamais il n'a dit, vous ne devriez pas prendre le vaccin. Jamais. On parlait de la vitesse du déploiement, on parlait effectivement des diverses formules qui avaient été exploitées commercialement par les grands distributeurs. On parlait des liens entre McKinsey, on parlait des liens avec Pfizer, on parlait des liens entre cette porte tournante avec le gouvernement. Tout ça, c'est des trucs qui sont tout à fait normaux à relever et même importants. Et je m'inquiète profondément du fait que dans une société saine, on accuse le seul qui regarde dans cette direction. Ça en dit beaucoup plus long sur la société que sur l'individu, à mon avis, et que nous, on veut pas entendre personne et que pour le reste de la vie, il serait banni de toute forme de fonction élective publique ou de servir sa nation. Je trouve que ce n'est pas normal. Donc, oui, on s'entend. Il y a en soi un message là-dessus de nommer Robert Kennedy. Peut-être être un clin d'œil. Je peux pas le nier. Est-ce un clin d'œil de Donald Trump à ceux qui étaient opposés au vaccin? Est-ce une tentative de se faire pardonner pour cet effort Warp Speed que Trump a lui-même contribué? Je pourrais pas vous le dire. Certes, une chose est sûre, moi, je refuse de le disqualifier sur la base de ces vaccino-sceptiques. Parce que, quand on regarde le reste des positions de Robert Kennedy Jr., j'ai beaucoup de difficultés à trouver qu'il y a de l'extrémisme là-dedans. D'ailleurs, une déclaration de monsieur RFK dans les semaines qui ont précédé l'élection, je crois, illustre bien le positionnement qu'on s'apprête à prendre du côté de la FDA, du nouveau secrétaire de la Santé, devrais-je dire. Je vous lis une traduction rapide là, de ce qui est écrit en anglais vers l'anglais. Robert Kennedy Jr. qui tweetait il y a quelques semaines, 25 octobre. La guerre de la FDA sur la santé publique est sur le point de se terminer. Cela inclut la suppression agressive des psychédéliques, des peptides, des cellules souches, du lait cru, des thérapies hyperbariques, des composés chelatiques, de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine, des vitamines, de la nourriture propre, du soleil, de l'exercice et de tout le reste qui ne peut pas être breveté par l'industrie pharmaceutique. Si vous travaillez pour la FDA et que vous faites partie de ce système corrompu, j'ai deux messages pour vous. Preserve your records and pack your bags. Donc là-dessus, pourquoi je vous dis que j'ai de la difficulté à relever qu'est-ce qui est conspirationniste quand on me parle de la suppression active des psychédéliques?
ça ne me semble pas controversé ou conspirationniste que d'affirmer que les psychédéliques ont des vertus médicales prouvées et démontrées, qui ont été niées par la FDA depuis un certain nombre d'années, criminalisées par le département de la justice. Je vois pas ce que controversé là-dedans. Pour un média, absolument, absolument. On allume toutes les lumières en rouge, c'est la panique, absolument. Allez voir qui annonce, en passant. Qui annonce? Qui annonce? Je vous le demande. Ouvrez CNN. Prenez un calepin. C'est un vrai exercice en passant. Prenez un calepin, ouvrez CNN, ABC, NBC, peu importe. Faites la liste des annonceurs. Je vous le demande très sérieusement si vous ne me prenez pas au mot. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, si on parle ensuite des cellules souches, même chose, partout ailleurs dans le monde. On a des progrès importants qui ont été réalisés, notamment quand on parle d'Israël, justement. Un certain nombre de pays qui ont été des leaders là-dessus, qui ont poussé vers l'avant, alors que les États-Unis traînent de la patte. Lorsqu'on parle du soleil, de la nourriture propre, de l'exercice et de tout ce qui ne peut pas être breveté et qui avance la santé humaine, c'est exactement vrai. Et mon plus grand regret, justement, de cet épisode où on a travaillé très fort, justement, pour convaincre le public de faire attention à sa santé. Et le médium qu'on utilisait, c'était le vaccin. On disait, c'est votre santé, c'est la santé des autres. À quel point j'ai été déçu. Comme plusieurs d'entre vous, je n'en doute pas. Dans complément de ce discours, sans nécessairement dire de le remplacer, en complément, prenez des marches. Essayez de voir le soleil. Essayez de passer du temps avec votre famille, moins de temps avec les écrans. Vous seriez surpris de voir à quel point la nourriture que vous mettez dans votre corps a un impact sur le niveau de santé, à quel point les vitamines peuvent être positives, à quel point c'est tout ce discours qui effectivement était relevé par des gars comme Robert Kennedy Jr., qui, à mon sens, relèvent tout simplement du plus gros bon sens, de la logique, de l'évidence, mais qui sont taxés de complotisme aujourd'hui. Donc, effectivement, je crois que ce qui s'en vient pour la FDA, c'est pas nécessairement une élimination de départements entiers, etc., comme l'a allégué d'abord Kennedy. Peut-être, on verra. Moi, j'ai l'impression que ce qui s'en vient plutôt, c'est probablement plus de transparence. La FDA, qui est une des organisations, une des agences gouvernementales aux États-Unis avec le moins de transparence, où il est pratiquement impossible de connaître le processus menant l'autorisation ou à l'interdiction de composés, qu'ils soient chimiques, alimentaires ou peu importe. Probablement que l'arrivée de quelqu'un comme Robert Kennedy Jr., qui a une compréhension de comment l'industrie fonctionne, probablement que ça vient insérer plus de transparence. Et là-dessus, je vous demande vraiment à faire preuve d'un peu de... Il faut faire preuve d'un peu de nuance. Parce qu'il est très facile quand même, de regarder dans la direction de la FDA, de ce qu'on se met dans le corps, de la nourriture, et de se dire c'est complètement incroyable de envoyer quelqu'un là-dessus qui vient pour abolir les agences ou quoi que ce soit. D'abord, c'est pas ce qu'on est en train de faire. On parle pas d'abolir une agence, on parle plutôt d'insérer plus de transparence. Et avant de le taxer de radicalisme et avant de paniquer avec ce genre de déclaration, j'avais une discussion récemment avec quelqu'un qui a changé un peu ma perspective là-dessus, sur la question du radicalisme. Parce qu'on peut taxer tout à fait M. Kennedy d'être un radical vis-à-vis de la FDA, vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, vis-à-vis, on pourrait dire, faire la promotion du soleil, c'est une position radicale. Good. Par exemple, que je vous prends au mot, puis qu'on va jusque-là, puis je prends votre main, on marche dans cette direction. Dénoncer le soleil, parler du soleil, c'est radical. OK. Si vous avez passé 10, 20, 25 ans à étudier l'industrie pharmaceutique, à essayer de la comprendre, à ressortir des cas, à vous documenter, à voir comment le processus fonctionne, à vous battre contre cette industrie, à voir les méthodes qu'ils prennent, à voir les moyens immenses dont ils disposent, à voir justement l'influence gigantesque qu'on possède sur les médias à travers le financement, à travers les publicités, à travers les annonces. Quand on voit tout ça, quelle est la réponse acceptable autre que le radicalisme? Ce que je veux dire par là, c'est que probablement n'importe qui passe 10-15 ans à regarder tout ça, puis qui se met le nez dedans, devient un radical. Et ça vient de quelqu'un qui fait ce genre d'exercice pour des dossiers très précis, où moi, justement, quand je tombe sur la question de l'influence de la France en Afrique de l'Ouest,
dans les pays du Sahel et que je découvre des trucs absolument enrageants, vraiment, il y a de quoi être en colère et que j'en sors dehors pour essayer de me changer les esprits, ça fait de moi un radical. Parce que quand je vois ça, la seule réponse que j'estime acceptable à des gestes radicaux, à un problème radical, ce sont des actions radicales. C'est la seule réponse acceptable. Donc, je vois les autres qui font leur coup d'État. Coude! Défoncer à la porte. Et c'est là que j'imagine peut-être que Fitzgerald Kennedy me rejoint un peu, au sens où quand on vient étudier un problème qui est entranché dans la société depuis des décennies, qui a une influence énorme, qui a des milliers de tentacules et qu'on ne sait même plus par où le prendre tellement son influence est énorme et à quel point il est toxique, je comprendrais qu'on en vienne à avoir des positions un peu radicales à dire la FDA est un ennemi. On doit s'y prendre, on doit l'attaquer à toutes ces tentacules qui nuisent à la santé des Américains. C'est un peu le message de M. Kennedy là-dessus. Maintenant, comme je vous le dis, c'est clairement que Donald Trump n'avait pas vraiment de prétention particulière pour ce qui est du système de la santé, de la pharma, etc. Certes, Trump a typiquement des positions un peu plus anti-système, anti-élite. On pourrait imaginer que ce serait concordant avec ça. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que Donald Trump apprécie Robert Kennedy personnellement, sur une base individuelle d'un homme à un autre, et qui a choisi de le recruter et de lui donner un département qu'il estimait compatible avec ses ambitions, avec ses compétences. Je ne sais pas à quel point Donald Trump avait vraiment l'intention de mener cette réforme profonde du FDA, mais c'est ce qu'il vient de faire en nommant Robert F. Kennedy à la tête justement du département de la santé. Donc, attendez-vous à des changements profonds, tant d'ailleurs, autant que ce soit pour la FDA qu'à l'approche générale du gouvernement vis-à-vis de la santé. Et notons-le, les États-Unis est le pays le moins en santé du monde. Vous pouvez me dire, franchement, là, c'est pas comme si ça marchait, là, ce qu'ils faisaient avant, là. C'est pas comme si ça marchait fantastiquement bien, là. C'est pas comme si ça s'alimentait de n'importe quoi. Et ça vient de quelqu'un, écoute, on est au Canada, traversé aux États-Unis quelques jours, et vous êtes fasciné de voir, mais les Américains aiment pas la bonne bouffe. C'est étrange, c'est vraiment, ça laisse, mon grand-père me disait ça il y a des années, puis je le croyais pas. Il dit, c'est weird. Les Américains, ils aiment la pizza, l'hamburger, ils aiment pas la bonne bouffe. Ils aiment pas bien manger. C'est étrange. Et ça m'a pris des années avant d'aller et de comprendre ce qu'il voulait dire. Effectivement, c'est comme s'il aimait pas ça. C'est comme s'il voulait pas en avoir. Jusqu'à ce que tu réalises, c'est un système qui a été pénétré de tous les coins par de la publicité, justement, par des intérêts corporatifs, par les intérêts du lobby du sucre, les intérêts du lobby du sel et tout ce qu'on peut imaginer qui déploie des moyens gigantesques pour éviter qu'on regarde dans leur direction. Alors, tout ça pour dire, pour ce qui est de travailler sur la santé des Américains, je ne vois pas comment nommer Robert F. Kennedy, ça peut être problématique, à moins que vous travaillez pour un des médias qui est financé par cette industrie en question. À moins que quand vous partez à la publicité, on voit 10 publicités de pharmaceutiques back to back to back to back to back. Là, vous auriez peut-être un intérêt à dire que ce gars-là, c'est le grand méchant loup. En tout cas, je dis rien. On continue avec Tom Homan qui s'en va à la frontière. Tom Homan qui était aussi une figure assez en vue du mandat Trump dans le premier mandat. Tom Homan avait été quand même quelqu'un qui défendait très fort les positions de Donald Trump vis-à-vis de la déportation et le resserrement de la frontière. Et l'axe sur lequel on y va surtout, c'est la question, non pas de l'immigration ou de l'intégration économique ou de la baisse des salaires des Américains. Ce que dit Tom Homan, ancien policier d'ailleurs, on nous parle de la plus grande brèche de sécurité nationale aux États-Unis depuis le 11 septembre. Pourquoi cette phrase-là est importante? C'est que ça vient nous dire que Tom Homan va approcher la question de l'immigration comme une question de sécurité nationale. Et donc, oui, ce qu'on avait entendu durant la campagne, comme quoi Donald Trump utiliserait une urgence nationale, déclencherait une urgence nationale, National Emergency, sur la question de l'immigration, pour ensuite utiliser les effectifs et les ressources des forces armées pour mener une déportation, c'est absolument vrai. D'ailleurs, ce matin, au moment où on enregistre, quelqu'un a publié sur Twitter en disant « On entend entre les branches que Donald Trump pourrait utiliser l'armée pour mener des déportations » et Trump, personnellement, a répondu au tweet en disant « True ». Vrai.
on va utiliser l'armée pour mener les déportations. Parce que c'en était une question, bien sûr, à savoir comment ça s'exécute. Et là-dessus, J.D. Vance disait, vous savez, on a 20 millions à sortir, on va commencer par 1 million, puis un autre, puis on verra. Le message ici, c'est vraiment plutôt que ce sera donc une opération systématique, méthodique, avec l'aide des forces armées américaines, de l'armée, sur le territoire américain, ce qui est en soi assez exceptionnel, de déployer les forces armées américaines sur le territoire américain, c'est en soi quelque chose qui est absolument exceptionnel, comme dire, qui relève de l'exception. Et on mènerait donc cette opération, on le devine, aux frais de l'armée américaine également, probablement conséquemment avec un budget additionnel, pour être capable d'expulser autant de gens que possible. Pour l'instant, on nous parle d'environ 1 million de personnes. Vous comprendrez qu'il y a un effet dissuasif énorme aussi, qui vient avec ce genre de déclaration. À partir du moment où Donald Trump et Tom Homan lui-même d'ailleurs, Tom Homan qui était dans une entrevue avec Fox News aussi, je me souviens bien, et qui disait mot pour mot, si vous êtes ici illégalement, regardez au-dessus de votre épaule. C'est ce message qu'on n'entendait plus depuis quand même un certain nombre d'années. Depuis l'administration Obama, c'était quelque chose qui avait été mis de côté. On parlait plutôt de régularisation. On avait le programme des Dreamers pour justement régulariser l'immigration massive qui s'était produite dans les années précédentes et essayer de les intégrer avec un statut légal en tant que citoyen américain, ou du moins en tant que résident légaux des États-Unis qui pourraient payer des taxes, payer des impôts, participer de manière légale au procédé, à l'économie américaine. Donc, ça fait quand même très longtemps. Obama voulait rien savoir de tout ce que de déportation, on parlait de régularisation. Il y a eu l'exception, si on veut, de Donald Trump. Et même là, on n'a pas été avec beaucoup de déportations. Ça a été un effort qui a été relativement limité parce qu'il n'était pas mené par l'armée américaine. Il était mené par Border Patrol, tout simplement, qui n'ont pas les ressources nécessairement pour expulser des gens, déporter des gens à l'extérieur. Où là, on parle plus que de mettre la main sur la personne. Ça, c'est le travail du Border Patrol. Intercepter les passages maintenant, de les prendre, de leur assigner un vol et de traiter administrativement tout ça pour les renvoyer dans leur pays, c'était une charge qui n'était tout simplement pas réaliste pour Border Patrol. Donc, ça a plus ou moins fonctionné. Aujourd'hui, en y allant avec l'armée, avec un gars comme Tom Homan aussi, comme responsable de la frontière, le message est assez clair. On veut non seulement mener la déportation, mais aussi avoir un message, un effet dissuasif, de dire à tout le monde, oui, si vous êtes ici, vous devriez réfléchir à partir avant qu'on vous trouve. Et de commettre des crimes, c'est peut-être pas la meilleure idée. Parce qu'à la différence des administrations précédentes, on va pas niaiser avec la POC. S'il y a des criminels qui sont sur place aux États-Unis, qui ne sont pas légalement sur le territoire, seront déportés. Ça semble être le message. Et là-dessus, d'ailleurs, c'est exactement ce qui fait très peur, tant au Mexique et surtout au Canada, parce que vous le comprendrez, dans la hiérarchie de l'économie mondiale, les migrants ont tendance à viser beaucoup plus vers le Canada que vers le Mexique lorsqu'ils quittent les États-Unis. Ce qu'on croit observer, ce qu'on a très peur du côté du gouvernement canadien, c'est probablement un peu en lien avec ces récentes baisses des taux d'immigration et ce resserrement, du moins apparent, de la frontière. C'est qu'on a très peur, bien sûr, qu'il se monte 1 million, 2 millions, 3 millions de migrants qui quittent les États-Unis de peur, tout simplement. De peur, en se disant, on va aller vers un autre territoire où on aurait au moins un statut relativement protégé. Il faut le dire, le Canada n'est vraiment pas très fort sur la surveillance de la frontière, encore moins sur la déportation de migrants ou de criminels condamnés sur le territoire canadien. Donc, il serait, si vous me posez la question et que moi, je suis illégal aux États-Unis et que j'ai ma famille et qu'on fait rien de mal, mais que j'entends dire que si je me présente à quelque part et qu'on sort mon nom et que on se rend compte que qu'on me déporte avec toute ma famille, ou juste moi et qu'on nous... Qu'est-ce que vous pensez que je fais? Je réfléchis très sérieusement à aller prendre ma vie et la transférer au Canada. Pour quelqu'un qui a déjà tout fait ça vers les États-Unis, qui a déjà pris un risque énorme d'amener sa famille ou de fonder une famille dans un pays qui n'est pas le sien, ce qu'on voulait d'abord, c'était la sécurité, c'était un niveau de vie, c'était la liberté individuelle, c'était tout ça. Si un seul de ces éléments est remis en doute, il ne faudrait pas se surprendre que certains tentent de le protéger en allant vers un autre territoire qui peut être vu comme sanctuaire. Parce que, on l'a vu d'ailleurs dans cette première administration Trump, on parlait beaucoup de villes sanctuaires, d'États sanctuaires, la Californie, etc., qui disaient « Inquiétez-vous pas, les migrants. » Puisque c'est Border Patrol, c'est opéré par essentiellement les États individuels et nous, on leur donne pas l'autorisation de faire des déportations
en Californie, à San Francisco, à Los Angeles. Et ce que ça a fait, naturellement, c'est que beaucoup de migrants illégaux qui étaient illégalement aux États-Unis ont décidé de se déplacer vers ces grandes villes-là en se disant, on serait dans un endroit sanctuaire. Ici, la police ne peut pas nous arrêter. Ce que dit Tom Homan et la nouvelle administration Donald Trump, Tom Homan personnellement, c'est « get the hell out of our way ». Dans ces mots exacts. On s'adresse aux gens en Californie, on s'adresse au gouvernement, notamment de Gavin Newsom, qui nous dit déjà il y aura des exceptions et vous allez pouvoir être au sanctuaire en Californie. Tom Homan dit si vous n'allez pas nous aider, get the hell out of our way. Comme quoi l'armée américaine procéderait quand même à des déportations, à des vérifications de légalité à l'intérieur des villes considérées ou déclarées comme sanctuaires. Donc, pourquoi je vous dis, ça ne m'étonnerait pas du tout, effectivement, et c'est ce que voit le gouvernement canadien, c'est ce que voit le gouvernement québécois, notamment qu'il y a un mouvement de masse vers le Canada. Il ne faudrait pas s'en surprendre. On continue avec Marco Rubio, Secretary of State, secrétaire d'État qui est sans aucun doute un des postes les plus influents dans la politique américaine, particulièrement pour ce qui est de la politique étrangère, on le comprend, c'est vraiment, si on veut, le porte-parole de la politique étrangère américaine. Et je veux qu'on soit très clair, quand je dis porte-parole, prend pas de décision. Le secrétaire d'État ne décide de rien. Et c'est pourquoi, je crois, on a décidé d'y aller avec quelqu'un comme Marco Rubio, parce que Marco Rubio est loin d'être un trumpiste de la première heure. C'est loin d'être un fan de Donald Trump. C'est en fait un politicien de Floride qui a affronté Donald Trump, qui a insulté Donald Trump, il a traité de petites mains et tout ce qu'on peut imaginer. Il y a eu donc des affrontements personnels assez publics entre Marco Rubio et Donald Trump. Maintenant qu'on décide de l'assigner un poste comme secrétaire d'État, c'est clairement Donald Trump n'a pas l'intention de s'engager particulièrement sur la scène internationale. Clairement, la politique étrangère des États-Unis sous Donald Trump sera plutôt concentrée sur la politique intérieure, sur ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui se passe ailleurs, à l'extérieur, c'est beaucoup moins important. Et c'est là qu'on le voit avec la nomination d'un candidat qui est peut-être moins aligné avec le Trumpisme et qui est moins aligné avec ses visions de l'ère Trump, même du premier mandat, encore moins du deuxième. C'est, si on veut, le plus à l'antagonisme. C'est le plus opposé à l'agenda Trump, ce serait Marco Rubio au poste de secrétaire d'État. Est-ce que c'est un clin d'œil aussi aux alliés, à l'OTAN, à l'Europe, aux alliés au Moyen-Orient, comme quoi on ne veut pas non plus trop brasser les cartes sur la scène internationale. La posture américaine, à l'exception du Moyen-Orient et par exemple de l'Ukraine, la posture demeurera à peu près la même. On veut pas s'antagoniser les alliés, on veut pas remettre tout à zéro. Si on avait voulu y aller de la sorte, on aurait mis quelqu'un d'autre au secrétaire d'État. On aurait nommé un loyal. On aurait nommé quelqu'un qui avait l'intention d'exécuter la politique Trump. Marco Rubio, ça me semble pas du tout le cas. Et ce n'est pas un choix controversé. En passant, si vous pensez que toutes les sélections de Donald Trump sont des choix provocateurs, absolument pas du tout. Marco Rubio est un politicien relativement beige pour le Parti républicain. Pete Hegseth, à la secrétaire de la Défense. Ça, par exemple, je vous avoue que c'est un choix qui est assez controversé aussi. Pete Hegseth, qui n'a pas vraiment d'expérience essentiellement dans les grandes organisations, dans la gestion des grandes organisations. Et on s'entend lorsqu'il est question de gérer l'armée américaine, le département de la Défense, pour être exact, qui inclut aussi la marine, aussi la force aérienne et aussi un certain nombre d'extensions du bras armé américain. Là, on parle de la plus grosse organisation du monde, incluant le gouvernement américain. Le département de la Défense est plus gros encore que tout ça, plus gros que l'Union européenne, plus gros que c'est la plus grosse organisation qu'on pourrait gérer sur Terre. Donc, de nommer quelqu'un qui n'a pas vraiment d'expérience dans ce genre d'organisation, ça peut sembler un peu étrange. Pete Hegseth est un ancien capitaine de l'armée américaine. Et ça, là-dessus, il y en a plusieurs qui essaient un peu d'associer son manque d'expérience avec son manque de compétences. Faut faire attention quand même, parce que Hegseth est lui-même un capitaine de l'armée américaine qui a servi à plusieurs occasions à l'étranger, au moins 2 tours, si je me souviens bien, en Irak, Afghanistan, a été déployé avec des missions de combat. Donc, c'est quelqu'un qui comprend quand même bien comment la guerre fonctionne, qui a été déployé, qui sait quel est le coût justement de ces opérations de combat et qu'est-ce que ça implique au sens humain, au sens logistique, au sens organisationnel. Donc ça, là-dessus, Pete Hegseth a quand même un certain nombre de compétences. Ce qui inquiète, c'est plutôt que c'est un gars qui était, de son dernier emploi, animateur de télévision à Fox News. Le week-end, la fin de semaine. Donc, Pete Hegseth, pour certains, est vu un peu comme
Une personnalité de communication, une personnalité qui est plus alignée avec l'ère Donald Trump, et Trump le présente justement comme étant un America First, défendre les troupes d'abord, et etc. Anti-woke, Exeth s'était positionné en disant qu'elle allait congédier tous les généraux woke, etc. Ça, là-dessus, on pourrait imaginer effectivement que c'est plus une provocation, que Donald Trump est en train de montrer à tous les généraux 5 étoiles que ça veut rien dire, que ça veut absolument rien dire, leurs 50 années d'expérience, leurs 25 médailles sur l'uniforme, que tout ça veut rien dire et que ce qu'il recherche, c'est plutôt quelqu'un qui est prêt à mettre à bien son agenda, qui est prêt à exécuter ce qu'on lui demande sans nécessairement s'obstiner. Donald Trump démontre en ce moment qu'il n'a plus envie de s'obstiner. À travers la nomination de Tulsi Gabbard au service de renseignement, veut plus s'obstiner avec les services de renseignement. La nomination de Exeth au secrétaire de la Défense ne veut plus s'obstiner avec son secrétaire de la Défense. Ne veut plus avoir à se justifier. On imagine donc qu'avec des candidatures de la sorte, c'est effectivement le cas. Même chose, John Ratcliffe à la CIA. Même chose ensuite, on en a parlé un peu tout à l'heure avec Elon Musk et Vivek Ramaswamy au département de l'efficacité gouvernementale. Je continue ensuite, on va passer rapidement sur ceux-là. On continue avec une nomination qui, moi, m'enthousiasme. Je m'en fous, en passant. Je m'en fous de la partisanerie. Je suis un observateur. Je regarde de l'extérieur. Je trouve ça bon, je trouve ça mauvais, je vous le dis. Jared Kushner, qui revient dans l'administration Trump comme conseiller externe sur la question précise du Moyen-Orient, il voulait pas. Il voulait pas revenir. Il avait dit que ça avait été trop difficile pour sa famille. Trump lui-même voulait essayer de le tenir un peu plus loin de lui et sa fille Ivanka, qui avait été quand même très associés à sa première présidence, et ça avait été très dur. Les deux ont des jeunes enfants. Et on avait été très clair dès le départ que Kushner ne reviendrait pas. Mais vous me connaissez et vous connaissez mon respect pour l'individu. Indépendamment des appartenances politiques, indépendamment de où vous venez, il faut reconnaître que Jared Kushner a une connaissance du Moyen-Orient qui est encyclopédique, une connaissance profonde des acteurs, des implications, des intérêts de chacun, de la situation, de comment dénouer tout ça, qui vient justement d'ailleurs d'écrire un livre, Breaking History ou quelque chose comme ça, qui décrit justement l'impasse au Moyen-Orient et comment ça a été dénoué par l'administration Trump à travers les accords d'Abraham. Pourquoi je vous parle de Jared Kushner comme ça? C'est que c'est un respect qu'on n'a pas donné à Jared Kushner jamais. On l'a jamais reconnu comme étant autre chose que le gendre de Donald Trump, son beau-fils, on voyait ça comme un peu du népotisme, qui reçoivent des responsabilités politiques, et on pourrait certainement en accuser. Mais lorsqu'on a jugé Jared Kushner sur la base de sa compétence, lorsqu'on l'a jugé sur ses actions, sur ses gestes, force est de reconnaître que c'était un conseiller extrêmement efficace, productif, qui a produit des avancées au Moyen-Orient qu'on n'avait pas vues depuis des décennies, notamment les accords d'Abraham et la normalisation des relations d'un certain nombre d'États avec Israël, qui tient encore à ce jour. À ce jour, c'est encore le principal organe pour organiser, si on veut, le Moyen-Orient. Ce sont les accords d'Abraham. C'est la structure légale qui permet de maintenir une forme d'équilibre et empêcher que tout se désintègre et s'effondre avec le contexte actuel qu'on connaît au Moyen-Orient. Maintenant, de ramener Jared Kushner, c'est une suggestion, si on veut, qu'on veut poursuivre cet agenda des accords d'Abraham. Il en restait encore un peu, on se souvient, notamment la question iranienne. On veut une entente avec l'Iran, on veut essayer de normaliser à terme les relations avec l'Iran, régler la question du programme nucléaire. On veut être en mesure de, pour ce qui est de Trump personnellement, changer le régime. Pour l'administration à Washington, on voudrait probablement juste normaliser, arriver avec quelque chose de plus productif et de moins hostile, alors que de son côté, Jared Kushner pourrait très certainement terminer les accords d'Abraham, les poursuivre en allant j'allais dire en allant convaincre l'Arabie Saoudite, c'est pas vrai, disons en allant ni contraindre, en allant recruter l'Arabie Saoudite, si on veut, pour terminer cet accord. Ça fait longtemps que c'est sur la table, ça fait longtemps que l'Arabie Saoudite envoie le signe qu'elle est toujours prête à négocier, qu'elle est prête à entendre des propositions, qu'elle ne veut pas rentrer à nouveau dans une logique d'hostilité avec Israël. On veut pas encore tomber dans une espèce de guerre froide, on veut pas devenir des ennemis. On est prêt à normaliser, on veut la normalisation, mais on veut quelque chose en échange. Ça, c'est clair. Et c'est pourquoi je vous dis, on veut pas contraindre l'Arabie Saoudite, on veut les recruter.
dans ce système qui existe déjà et qui plaît à tout le monde qui en fait partie, soyons clairs. Tous les pays qui ont rejoint les accords d'Abraham, en ce moment, bouchent leur nez par rapport au conflit en Israël et au Liban et à Gaza parce qu'ils savent qu'ils préfèrent leur posture. Ils préfèrent ce qu'ils ont obtenu en échange. Donc, l'Arabie Saoudite, à ce niveau-là, je ne serais pas du tout surpris que Jared Kushner tente rapidement d'arriver avec une entente et qu'on y arrive, vraiment. Qu'on arrive à dénouer l'impasse et peut-être entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, mais aussi entre l'Arabie Saoudite et Israël et les acteurs régionaux. Donc ça, j'en suis très content de savoir que après avoir dit qu'il ne reviendrait pas, Jared Kushner, voyant l'opportunité, voyant la fenêtre absolument unique qui existe au Moyen-Orient, alors que le Hamas, le Hezbollah sont complètement démembrés, il y a une fenêtre vraiment extraordinaire pour arriver avec une entente qui serait générationnel. Donc ça, Jared Kushner de retour, moi j'en suis très enthousiaste. Ça invite à des négociations sérieuses au Moyen-Orient qui dépassent les enjeux politiques et partisans, mais qui vont vraiment dans les questions stratégiques. Ensuite, Trump qui nomme ses propres avocats à l'état-major du département de la justice. Encore une fois, c'est une nomination extrêmement controversée, mais que je vais apporter un peu de nuance. Oui, effectivement, je vous avoue que de l'extérieur, de nommer ses propres avocats à la tête du département de la justice, ou du moins à des postes très influents. On parle du numéro 2, numéro 3, numéro 4 du département de la justice, qui seront des postes occupés par des anciens avocats de Donald Trump, de son équipe personnelle d'avocats. Et on peut le voir de deux manières. On peut vraiment le voir de deux manières. D'un côté, on pourrait dire, il nomme ses amis. D'un autre côté, on pourrait aussi dire, c'est normal. Au sens où Trump a annoncé depuis le départ que ce qu'il avait l'intention de faire, c'était d'arriver avec des gens qui étaient là pour leurs compétences, pour leur loyauté, pour parce qu'il partageait son agenda et ses intentions pour l'Amérique pour les prochaines années et qu'on n'avait pas l'intention de se tenir dans son chemin. Il était très clair par rapport à ça. Maintenant, il a aussi été très clair en disant que sa première erreur dans le premier mandat, ça aurait été de nommer des gens qui n'étaient pas nécessairement alignés et qui ont été des obstacles à l'exécution de son agenda. Donc, lorsqu'il est question du département de la justice, il fallait s'attendre à ce que Trump arrive avec des gens qui lui sont loyaux. Il fallait s'attendre à ce que Trump nomme des gens qu'il connaît au lieu d'être des espèces de random sortis de nulle part du département de la justice. Et c'est là-dessus que il faut pas s'en surprendre. Il faut vraiment pas s'en surprendre parce que c'est ce que disait Donald Trump. Lorsqu'il est arrivé dans son premier mandat, on disait on a des milliers de personnes à nommer, on connaît pas, on sait pas trop qui nommer, donc on nous donne des listes, le parti nous donne des listes de qui serait bon, qui a été loyal au parti dans les dernières années, qui mériterait de se faire donner une petite tape dans le dos après des années d'entrevues à Fox News et d'avancer notre discours et de prendre des coups pour le parti, qui mériterait une promotion aujourd'hui. Donc on arrive avec cette espèce de système qui est beaucoup plus népotiste à mon avis que d'arriver avec des gens qui nous ont servi par le passé. Et si moi, vous me posez la question, c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment deux manières de le voir, c'est que si j'arrive demain matin et que je suis un premier ministre d'un État quelconque, président, ce que vous voulez, et qu'on me dit, Benjamin, tu dois déterminer qui va mener le département de la justice. Voici la liste de ceux qu'on t'a préparés. Et que j'en connais aucun là-dessus. Probablement que mon premier réflexe, c'est plutôt de me retourner et d'amener des avocats compétents, que je connais, qui ont servi avec moi par le passé, que j'ai vu travailler, que je sais sont des professionnels. Et là-dessus, donc, je vous dis d'évacuer la dimension de « on travaillait avec Trump par le passé ». À mon sens, ce n'est pas un disqualifiant. On devrait plutôt les juger sur leurs compétences. Et là-dessus, les trois sont tout à fait compétents. Les trois sont issus des grandes écoles américaines, que ce soit Princeton, Georgetown, Harvard, Yale, et ont été des esprits légaux brillants pendant des années avant de rejoindre l'équipe personnelle d'avocats de Donald Trump. En fait, ils avaient été sélectionnés par Donald Trump dans le cadre des dernières procédures criminelles civiles pour, par exemple, le 6 janvier, pour la question de l'immunité présidentielle, pour un certain nombre de trucs sur lesquels Donald Trump avait été défendu par des avocats. Mais ces avocats-là, on les avait sélectionnés parce que c'était les meilleurs. Maintenant, on se transporte un an plus tard. Trump a certainement acquis de l'estime pour ses avocats qui l'ont défendu et qui, dans certains cas, ont gagné leur cause. Donc, il faudrait pas se surprendre, à mon avis, si Trump choisit de prioriser des gens qu'il connaît plutôt qu'une liste qui lui est fournie par des membres du Parti républicain. Et je ne vois pas en quoi c'est problématique. Vous me direz, je vous dirai franchement
Qui a chialé quand John F. Kennedy a nommé son frère Attorney General, Robert Kennedy? C'est correct. Trump aurait nommé son fils ou ça aurait été un scandale. Là, on parle d'un avocat compétent qui a servi par le passé. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, faites attention de ne pas être des idiots utiles. Faites attention de ne pas répéter des trucs que vous pensez même pas. Parce qu'on vous a dit que c'est ça. Ben, franchement, il fait des cadeaux à ses amis. Ouais. Pis. C'est là que j'arrive vraiment à me dire, pis, c'est en quoi t'es censé prendre des gens qui viennent plutôt que des gens que toi, tu estimes compétents quand on t'a élu pour devenir président? Moi, à mon avis, on s'y attendait. Donc oui, John F. Kennedy a nommé son frère à la tête du département de la justice des années 60. Lyndon Johnson, on pourrait prendre cet exemple-là aussi. Lyndon B. Johnson a nommé son ancien avocat à la tête du département de la justice, ou plutôt à la Cour suprême, si je me souviens bien, ce qui est encore pire. On parle d'un poste à vie. Jusqu'à ce que Trump se mette à nommer ses avocats à des postes de la Cour suprême, qu'on se retienne quand même pour parler d'actions sans précédent et tout ça. Non, ce que je veux vous dire, c'est que ça arrive souvent. C'est normal pour un président d'arriver avec sa propre équipe et il faut pas s'en scandaliser nécessairement. Pour ma part, je suis beaucoup plus scandalisé, par exemple, par Pete Hegseth, secrétaire de la Défense, je vous avoue. J'ai grincé des dents. Matt Gaetz, procureur général, j'ai grincé des dents beaucoup. Marco Rubio, secrétaire d'État. Je vous le dis, des Marco Rubio, on peut en perdre 1000, puis on s'en rend même pas compte d'un matin. C'est des politiciens TM, politiciens trademark. C'est des politiciens marque protégée. C'est des politiciens qui sont là pour d'une année à l'autre, s'adapter à ce qui est populaire, à ce qui est en ce moment vendu sur la scène politique. Ils n'ont pas vraiment de position, pas vraiment d'idéologie. Donc, je vous avoue que là-dessus, Marco Rubio, je suis pas particulièrement séduit. Certain nombre de nominations comme ça que je trouve qui sont plus provocatrices que consensuelles, mais rien de particulièrement scandaleux là-dessus, à part peut-être, comme je vous dis, Matt Gaetz. Un élément qu'on peut relever justement de ces nominations. Et je me demande à quel point la tentative d'assassinat contre Donald Trump a eu un impact là-dessus. L'agenda Trump est désormais inarrêtable. Dans le premier mandat de Donald Trump, s'il est arrivé quoi que ce soit à Donald Trump, si on l'avait assassiné, si son avion avait connu un accident, si un problème de santé, peu importe, si Trump n'avait pas été en mesure de terminer son mandat, son agenda au complet se serait évaporé du jour au lendemain. Personne ne partageait ses ambitions, personne voulait mener à bien ses initiatives, sa vision du gouvernement américain. Il y a pas mal juste lui qui l'avait à ce moment-là, dans les gens qu'il avait nommés, du moins. Un peu à cause de cette question de la liste, justement. Aujourd'hui, force est d'admettre que par des gens comme justement, oui, Matt Gaetz, Tulsi Gabbard, M. Kennedy, Tom Homan, John Ratcliffe, Elon Musk, Jared Kushner, on doit reconnaître, mais aussi au département de la justice par son équipe, que Trump est maintenant inarrêtable. Que son agenda, que Trump soit là ou non, que Trump vive ou meure, son agenda va être exécuté au cours des 4 prochaines années. Il a mis des gens à des positions avec tellement d'influence, des gens qui partagent sa manière de penser et qui regardent vers le même objectif, la même finalité, qui est impossible au moment où on en est de décomposer cette administration-là ou de la décapiter en retirant Donald Trump. Ce qui aurait pu être possible dans le premier mandat, comme je vous dis. Juste de remplacer le président, ça aurait complètement, on aurait mis un rhino à sa place, on aurait mis un républicain plus standard, ça aurait complètement changé l'approche de tout le reste. Les républicains seraient redevenus business as usual. Maintenant, les agences gouvernementales américaines sont dirigées par des personnalités qui partagent exactement les ambitions de Donald Trump. Donc, il faut s'attendre à ce que Trump ou pas, son agenda est maintenant inarrêtable. D'ailleurs, à cet égard, je prends le temps de noter un point qui me semble tout à fait négligé en ce moment. Le fait que probablement que Trump sera le président le plus puissant depuis FDR, depuis Franklin Delano Roosevelt. Ce que je veux dire par là, on se souvient de Roosevelt qui aurait fait 3 mandats. Il n'y avait pas encore de limite constitutionnelle au nombre de mandats. Jamais un président n'est arrivé avec les coudées aussi franches, que ce soit dans son administration, à travers ses nominations, son administration exécutive, mais aussi plus largement par le contrôle de la Cour suprême,
le contrôle de la présidence, le contrôle du Sénat, de la Chambre, et on ajoute à ça un autre élément, et c'est ce que je vous dis qui est un peu négligé ces dernières semaines, de l'immunité présidentielle. On en a parlé à quelques occasions dans la revue de presse cette année, dans les derniers mois. Il y a eu cette décision de la Cour suprême qui a été largement dénoncée d'ailleurs par la juge Sotomayor et les démocrates eux-mêmes. Une décision de la Cour suprême qui donne au président l'immunité totale pour ce qui est des actes officiels. Donc une immunité légale présidentielle, qui veut dire que peu importe les actes qui sont posés par le président dans une capacité officielle, ils ne peuvent pas être amenés en justice. On ne peut pas en faire des crimes et le département de la justice n'a plus l'autorité de poursuivre le président pour ces cas de capacité officielle. Et c'est ce que je veux dire parce probablement que Trump sera le président le plus puissant depuis FDR. C'est qu'il n'existe aucun obstacle au Congrès, par le Sénat, par la Chambre, aucun obstacle administratif et exécutif de par les gens qui l'ont positionné. Tous sont d'accord avec son agenda et il n'existe aucun obstacle légal par le fait que peu importe ce que déciderait de faire Donald Trump, ce serait considéré comme dans la capacité officielle du président. Et c'est là qu'on entre vraiment dans une nouvelle dimension, parce que jamais dans l'histoire de la présidence américaine est-ce qu'on a vu toutes ces conditions réunies. La dernière fois, on a eu quelque chose de comparable, il faudrait vraiment remonter à FDR, où le Parti démocrate contrôlait à peu près toutes les grandes institutions de la vie politique américaine et où, justement, le fameux Great New Deal, à travers la Deuxième Guerre mondiale, on a réussi à structurer cet énorme État qui était très loyal à FDR personnellement, à l'individu lui-même. Et c'est d'ailleurs en passant, pourquoi, après la mort de Franklin Delano Roosevelt, c'est pourquoi on va instituer les fameuses limites de mandat et on va y tenir beaucoup plus, parce qu'on constate avec terreur à quel point un président peut acquérir du pouvoir, à quel point un président peut devenir inévitable et incontournable et à quel point il peut mettre sa main sur à peu près tous les organes de la politique américaine. On se dit, attendez, pas plus que 2 mandats. Les présidents peuvent devenir beaucoup trop puissants sans quoi. Et ce genre de choses, bien sûr, c'est ce qui motivait les dispositions constitutionnelles. À partir du moment où on sait que Donald Trump arrive sans aucune de ses limites, attendez-vous à un mandat Trump, pas 2.0, 3, 4.0. Certainement, on ira très loin. D'ailleurs, là-dessus, je veux qu'on continue sur les quelques dossiers internationaux qu'on a devant nous avant qu'on s'en aille et qu'on se laisse, parce que je vois qu'on a passé beaucoup de temps sur cette administration Trump. On va passer rapidement sur nos autres dossiers. D'abord, déjà, les gouvernements étrangers sont en train de se positionner pour l'administration Trump. On pourrait parler notamment de l'Iran, alors qu'on apprend, et ça c'est un développement absolument spectaculaire, et ça vous montre à quel point je vous disais que Marco Rubio va être un nobody pendant 4 ans, et clairement on a l'impression de lui marcher sur la tête, parce que là c'est Elon Musk qui mène des négociations avec l'ambassadeur de l'Iran à l'ONU. Elon Musk devient donc une voix du gouvernement américain en termes de politique étrangère et de la conduite de la politique étrangère avec des pays étrangers. Il y a quelque chose là-dessus d'absolument spectaculaire. On peut dire, certes, Elon Musk aurait une influence en matière de conseiller, certes, il pourrait glisser des mots à l'oreille, murmurer à l'oreille de Donald Trump, certes, il pourrait mettre de l'argent dans les bonnes directions, suggérer des candidatures, mais jamais aurait-on imaginé qu'il mènerait activement la diplomatie et les relations étrangères américaines avec des rencontres avec des ressortissants étrangers. Jamais on n'aurait imaginé que ça irait jusque-là. Et là, justement, à travers le New York Times, on apprend que Elon Musk a mené la diplomatie américaine dans une rencontre avec l'Iran. Aurait rencontré lundi à New York l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies lors d'une séance que 2 responsables iraniens ont décrite comme une discussion sur la manière de désamorcer les tensions entre l'Iran et les États-Unis. Les Iraniens ont déclaré que la rencontre avec l'ambassadeur Iravani avait duré plus d'1 heure et s'était tenue dans un lieu tenu secret. Les Iraniens, qui ont parlé sous couvert d'anonymat, qu'elles n'étaient pas autorisées à discuter de politique, ont qualifié la réunion de positive et de bonne nouvelle. Interrogé sur l'existence d'une telle réunion, le directeur de la communication de M. Trump a déclaré « Nous ne faisons aucun commentaire sur les informations faisant état de réunions privées qui ont eu lieu ou non. » Alors voilà, clairement, Elon Musk est devenu non seulement l'homme le plus puissant à l'intérieur du gouvernement américain, short de Donald Trump, mais c'est probablement aussi le citoyen privé le plus puissant du monde, point. Alors que jusqu'ici, il assiste à tous les entretiens d'embauche. Il aurait déjà d'ailleurs parlé avec Vladimir Zelensky par téléphone
il y a quelques jours. On nous parle lors d'un appel la semaine dernière avec le président Volodymyr Zelensky. Le président Trump, président élu Trump, a passé le téléphone à Elon Musk. Et Elon Musk aurait alors, à son tour, une discussion avec Zelensky. Une rencontre directe entre un haut responsable iranien et Elon Musk laisse entrevoir la possibilité d'un changement de ton entre Téhéran et Washington sous l'administration Trump, malgré une histoire chargée entre le président élu et l'Iran. L'un des deux responsables iraniens a déclaré que c'était Elon Musk qui avait sollicité la rencontre et que l'ambassadeur avait choisi le lieu en question. Donc, M. Musk, Elon Musk, aurait lui-même demandé à rencontrer des représentants iraniens afin d'engager des négociations pour un potentiel quoi? Maintenant, c'est ce qui est à savoir. Est-ce qu'on veut une meilleure relation? Est-ce qu'on veut un deal pour lever les sanctions? Est-ce qu'on veut un deal pour normaliser les relations avec Israël? Jusqu'où on veut aller? Il semble y avoir clairement une intention de l'administration Trump de ne pas commencer de manière entièrement hostile vis-à-vis de l'Iran. Puis ça inquiétait plusieurs personnes, alors qu'on se souvient quand même, les Iraniens se sont fait prendre la main dans le sac il y a seulement un mois et demi, en train d'essayer d'assassiner Donald Trump. Alors que le FBI est sorti avec des informations publiquement comme quoi des ressortissants, des agents du gouvernement iranien avaient planifié de manière très avancée et très exhaustive l'assassinat de Donald Trump pour venger l'assassinat ordonné par Trump du général Qassem Soleimani en Iran, en Syrie devrais-je dire. Donc ce général iranien qui avait été tué de manière très spectaculaire et que dès lors, les Iraniens avaient juré de venger. Les Iraniens disaient « il y aura vengeance sous nos termes quand on le voudra ». Cette vengeance, on l'avait appris par après, c'était une tentative d'assassinat de Donald Trump. Eh bien aujourd'hui, alors qu'on apprend que Donald Trump a un peu un esprit de vengeance justement contre l'Iran et qu'il a une petite dent contre ceux qui ont essayé de l'assassiner, se trouve-t-il qu'on prend ces trucs personnels quand on essaie de nous assassiner? Eh bien maintenant, les Iraniens, ça c'est hilarant. C'est vraiment hilarant. Les Iraniens disent que quoi? Ils ont jamais voulu assassiner Donald Trump. Non, c'est un malentendu. Au contraire, quand ils disaient là, qu'elle allait se venger contre Trump, ils parlaient d'une vengeance à travers des moyens légaux. C'est ce que dit le gouvernement iranien aujourd'hui. Soyons clairs, là, ça c'est de la bullshit. Le gouvernement iranien disait depuis le début, on va se venger. On va se venger. Vous allez voir. Et ce qui était sous-entendu là-dessus, c'est on va assassiner quelqu'un de votre côté, un général, etc. Et on le disait! Dans les coulisses, on s'en cachait pas du tout. Il va y avoir une opération d'assassinat. Je ne dis pas contre qui, mais on va viser quelqu'un qui est équivalent du général Soleimani dans l'état-major américain. Maintenant qu'on avait sauté à Trump, c'est quand même intense. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est « Ah non, c'est un malentendu, on s'est mal compris. » Quand on disait « on va se venger », on voulait dire par les tribunaux, par les moyens légaux. Donc, c'est l'Iran, déjà, au moment où on se parle, soyons très clairs, là, je vous le dis, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Couche tapis. L'Iran a peur. L'Iran est terrifié de voir, justement, le gouvernement américain se positionner en opposition à l'Iran, est terrifié à l'idée de voir un candidat présidentiel, un ancien président qu'ils ont essayé d'assassiner, prendre aujourd'hui le pouvoir, et tout ça, what goes around comes around. Donc, les Iraniens, oui, sont absolument dans l'ambiguïté en ce moment, à se demander est-ce qu'on doit essayer une entente avec les Américains, est-ce qu'on doit plutôt filer doux pendant quelques mois. Les Iraniens cherchent une levée des sanctions, cherchent à relancer une entente. Et ce qu'on nous dit du côté de l'Iran, ce qu'on entend en coulisses en ce moment, c'est que le gouvernement de M. Pezeshkian, ce gouvernement modéré, et à travers Abbas Araghchi, ministre des Relations étrangères, on essaie de lancer une nouvelle négociation pour voir s'il n'y aurait pas un deal à faire. On sait que Trump aime beaucoup les deals, on sait qu'il aimerait probablement ça, avoir un deal gagnant avec l'Iran. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui donner ce deal-là? Ça, c'est pour l'Iran. Mais ce genre de mentalité, on le voit déjà partout à travers le monde, aussi avec les Chinois, aussi avec les Israéliens, aussi avec les Ukrainiens. Pour continuer dans le Moyen-Orient, justement, ce qu'on apprend toujours, quand je vous dis que le monde entier semble être en train de positionner ses pions en attendant le retour de Donald Trump, on apprend qu'un conseiller de Netanyahou s'est récemment, comme au cours des derniers jours, s'est rendu en Floride pour parler directement avec Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago. Et ce qu'on aurait promis là-dessus, je vous traduis en français rapidement pour faire une lecture un peu en diagonale. Un proche collaborateur du premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré cette semaine, magnifique, que à Donald Trump et Jared Kushner,
Quand je vous dis, il est déjà revenu dans l'orbite, clairement, mais justement, déjà impliqué dans la discussion par rapport à Israël, que Israël se précipite pour faire avancer un accord de cessez-le-feu au Liban. Pas à Gaza, attention, au Liban, selon 3 responsables israéliens actuels, dans le but d'offrir une victoire rapide en politique étrangère au président élu. Les Israéliens se dépêchent actuellement d'organiser, de mettre en place les conditions pour arriver avec un cessez-le-feu avec l'intention affichée et déclarée de donner une victoire à Trump au jour 1. Ron Dermer, le ministre des Affaires stratégiques de Netanyahou, a fait de Mar-a-Lago sa première étape de la tournée américaine dimanche avant de se rendre à la Maison-Blanche. Donc, on était voir Trump avant d'aller à la Maison-Blanche. Pour informer les responsables de l'administration Biden de l'état des pourparlers au Liban, signe de la rapidité avec laquelle le centre de gravité politique de l'Amérique s'est déplacé avec la victoire électorale de Trump. Certes, il y a un accord selon lequel Israël offrirait quelque chose à Trump et qu'en janvier, il y aura un accord sur le Liban, a déclaré le responsable israélien. Comme d'autres personnes citées dans cet article, on dit qu'il était sous couvert d'anonymat pour discuter de conversations sensibles. Le bureau Dermer a déclaré au Poste qu'il y avait discuté d'un large éventail de questions au cours de son voyage, mais il n'a pas donné plus de détails. Le bureau de Netanyahou et un porte-parole de Trump ont refusé de commenter. Le porte-parole de Kushner n'a pas répondu non plus. Évidemment, ça, ne vous en surprenez pas, l'administration en devenir de Donald Trump ne peut surtout pas être vu en train d'organiser la politique étrangère des États-Unis et de poser des gestes de matière officielle avant d'entrer au pouvoir. Et c'est la même chose, donc, autant pour Kushner que pour Israël, que pour tous ceux qui vont entrer en contact avec Trump. Tout le monde va nier. Surprenez-vous pas, tout le monde va faire comme si c'était jamais arrivé. De quoi? Hein? Quoi? Non, on n'a pas parlé avec. Non, franchement. Parce qu'il n'était pas censé parler avec le président élu en anticipation du fait qu'il va remplacer celui qui est là en ce moment. Biden est tellement caduc qu'on vient à le contourner carrément dans les derniers mois et à faire comme si c'était déjà Trump. C'est spectaculaire. Et donc, ne vous surprenez pas pourquoi tout le monde fait « Ah, quoi? Non, on ne sait pas parler. » Parce que justement, si vous demandez, d'ailleurs, on a eu d'autres nouvelles en provenance de ce genre de trucs. Alors que, apparemment, je vous ressors l'article ici, on aurait entendu parler d'une discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Alors que Trump aurait communiqué avec Poutine pour lui signaler d'abord qu'il était prêt à entreprendre des nouvelles négociations à partir du moment où on arrivait. On aurait évoqué la question du territoire. On aurait aussi évoqué la question de l'escalade. Une discussion dans laquelle Donald Trump aurait dit explicitement à Vladimir Poutine, l'aurait prévenu de ne pas escalader le conflit au cours des prochaines semaines, d'ici son arrivée. Une discussion que, bien sûr, le Kremlin a niée. Ça s'est pas produit, ça n'a pas eu lieu. Quoi? Non, on s'est pas parlé. Parce qu'encore une fois, l'administration Trump, en devenir, ne peut pas être vue en train de communiquer de manière officielle avec des gouvernements étrangers. Donc, Israël fait comme si rien se passait, le Canada, on fait comme si rien se passait, Moyen-Orient, l'Ukraine, tout le monde, la Russie, on fait comme si rien se passait. D'ailleurs, là-dessus, en Ukraine, on nous parle déjà de négociations possibles, alors que Donald Trump télégraphie un peu sa position, comme qu'on serait prêt à céder des territoires de l'Ukraine à la Russie en échange d'un cessez-le-feu durable. Olaf Scholz, chancelier allemand, a déjà parlé avec Poutine cette semaine, dans la foulée de l'élection de Donald Trump toujours. Et c'est une discussion qui a été dénoncée par le président ukrainien Zelensky. Vladimir Zelensky qui a accusé Olaf Scholz de tous les noms et de toutes les formes de traîtrise pour avoir ne serait-ce qu'osé de parler avec Vladimir Poutine. On dit que Poutine est un criminel de guerre, que ça sert absolument à rien, que de parler avec Poutine fait seulement prolonger la guerre. Et donc, on a reproché à l'Allemagne ne serait-ce que de discuter avec le Kremlin d'une potentielle fin de la guerre éventuellement un jour. Ça, c'était la position vis-à-vis de l'Allemagne. À l'inverse, lorsqu'on a appris que Trump a parlé avec Poutine et qu'on savait la nature de la discussion, là, soudainement, l'Ukraine nous dit « Ah, voilà, vous savez, ils feront ce qu'ils veulent. Hein? Nous aussi, on sait que l'arrivée de Trump pourrait suggérer une fin de la guerre plus rapide. » Et là, soudainement, le gouvernement ukrainien ne s'y oppose pas. Le gouvernement ukrainien est tout à fait disposé à entendre l'administration américaine discuter avec la Russie, mais ne veut pas voir les alliés européens. Moi, ce que ça me dit, en passant, c'est que probablement que l'Ukraine se fie sur le fait, ou espère, qu'elle pourra diviser l'un de l'autre, qu'il pourrait y avoir une fin de l'aide américaine, de l'assistance financière et militaire américaine en Ukraine, sans nécessairement que ce soit la fin de l'assistance européenne.
Sans quoi, je m'explique très mal pourquoi on aurait une attitude aussi différente vis-à-vis deux processus de paix qui arrivent exactement au même moment. L'Allemagne est tout à fait dans son droit, en passant, de discuter avec la Russie, et il y a droit, ça fait partie de ses prérogatives comme État souverain, et on peut en penser ce qu'on veut. Mais force est d'avouer que l'Allemagne est dans une mauvaise posture depuis le début de la guerre en Ukraine. Force est d'avouer que l'économie allemande est actuellement en récession, qu'on est dans une deuxième année, pas un deuxième trimestre, deuxième année consécutive de décroissance économique. Force est d'admettre aussi que politiquement, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz, sa coalition, est devenue caduque. Elle a traversé son expiration politique, s'est effondrée, en fait, il y a quelques jours. Seulement, on commençait la dernière revue de presse en vous disant « Attention, le gouvernement allemand vient de s'effondrer. » Eh bien, cette semaine, on se relance là-dessus, alors qu'on apprend que il y aura une élection précipitée en Allemagne pour le 23 février. Il y avait un débat là-dessus à savoir quand exactement aurait lieu l'élection, vous le comprendrez. Tous ceux qui veulent changer le gouvernement, l'opposition, veulent une élection aussi rapidement que possible parce que on veut inclure la question ukrainienne dans cette élection. Vous comprendrez que ça divise beaucoup les Allemands et que de plus en plus, l'appui continu à l'Ukraine est extrêmement impopulaire. De son côté, le gouvernement allemand, incarné par la coalition et par Olaf Scholz lui-même, veut des élections le plus tard possible. Il voulait des élections à la fin du mois de mars. Pourquoi vous pensez? Pourquoi vous pensez? Trump arrive le 20 janvier. Trump dit qu'il va faire la paix avec l'Ukraine le jour 1. Il est déjà en train de négocier au téléphone avec... Si vous êtes Olaf Scholz, vous espérez que lorsque l'élection en Allemagne va se produire, la question ukrainienne va déjà être réglée. Vous espérez que tout ça va déjà être derrière et vous espérez que vos opposants de l'AfD, de la droite, ne seront pas en posture, et même des Verts jusqu'à un certain point, ne seront pas en posture pour vous dire que par votre faute, le conflit en Ukraine se poursuit. Et que c'est encore un enjeu. Et en passant, c'est un enjeu qui motive beaucoup sur la droite parce que, alors qu'on dénonce le coût de la vie, l'inflation, etc., plusieurs regardent dans la direction du conflit entre l'Ukraine et la Russie et se disent, vous savez quoi, beaucoup de la déconfiture économique allemande dans les dernières années est attribuable à ça. Donc, si peut-être on est en mesure de mettre fin à ce conflit, l'économie s'en tirerait mieux. Donc, il faut absolument comprendre qu'il y a un lien direct entre la question de l'élection allemande et le processus de paix en Ukraine. Il faut pas se surprendre, donc, si Olaf Scholz dit « Non, pas tout de suite, l'élection, pas tout de suite. On est d'accord, il faut aller en élection, mais dans 2-3 mois. » C'est qu'on espère que cette question ukrainienne soit réglée. Là, on donne des prétextes absolument ridicules. Pour vous donner un des prétextes qui a été relevé par le gouvernement allemand pour ne pas déclencher l'élection tout de suite, on dit « Il manque de papier. » Pénurie de papier. On n'a pas de papier, on peut pas imprimer les scrutins. Donc, probablement qu'on espère l'arrivée de Donald Trump, oui, très bientôt, ça permettrait effectivement. Puis, c'est très important, là, sachant, c'est pas juste politique. Sachant que la question ukrainienne risque de définir la composition du prochain gouvernement allemand et risque de définir les orientations. À savoir que, bon, je vous le mentionnais, je sais qu'à chaque fois que je dis ça, je me fais lancer des tomates par le derrière de la pièce, je les entends cogner dans le vitre ici. L'Allemagne va résumer ses relations économiques et politiques avec la Russie après le conflit en Ukraine. Je sais que vous aimez pas ça entendre ça, comme quoi la Russie va être exclue pour le reste de la vie. On n'entendra plus jamais parler de la... C'est pas comme ça que ça va fonctionner. C'est clair qu'au jour 1 du lendemain de la guerre en Ukraine, ce sera le début du processus de réconciliation. Combien de temps ça va prendre? Je le sais pas. Est-ce qu'on en a pour 1 an, 2 ans? Tout ça, c'est très politique. Et c'est là que je vous le dis. Il est très important pour l'Allemagne d'avoir un gouvernement en place après le processus de paix qui sera en mesure de relancer cette réconciliation. On voudrait très certainement pas avoir un gouvernement qui va se retrouver, qui va prolonger, si on veut, prolonger la souffrance économique que s'est imposée l'Allemagne depuis le début. Probablement qu'on voudrait un gouvernement en mesure de négocier, en mesure de parler, en mesure de repartir dans la bonne direction. Donc, ces considérations, à mon avis, sont absolument centrales dans le processus électoral en Allemagne. Ukraine, on continue là-dessus, justement. Changement d'attitude générale de Zelensky, alors que soudainement, on nous parle d'une paix acceptable, raisonnable, on nous parle que ce qu'on désire surtout, c'est être capable d'arriver avec quelque chose qui ne ruinerait pas l'Ukraine et qui ne serait pas une humiliation. Au départ, on nous parlait de victoire totale. On nous parlait d'expulsion de toutes les troupes russes. On nous parlait de reprendre l'entièreté du territoire. On nous parlait de reprendre la Crimée, le Donbass, Luhansk, Donetsk. Rien de tout ça n'est sur la table actuellement. On nous parle plutôt d'une victoire acceptable, ce qui voudrait dire pour plusieurs
préserver l'honneur de l'Ukraine et donc éviter de faire des nouvelles concessions territoriales. Éviter de reconnaître, vous nous avez battus, fait qu'on va vous donner ça aussi, que vous n'occupez même pas actuellement. Et c'est ce qui est sur la table. En ce moment, la Russie demande à ce qu'on dise, nous, on a fait la guerre pour le Donbass et pour l'Ouest Donetsk. Donc, Luhansk Donetsk, si vous refusez de nous les donner, on va aller les chercher. La seule manière d'arrêter la guerre, c'est de nous donner les bouts qu'on est en train d'aller chercher et qui nous manquent encore. Et pour ce qui est de Donetsk, je crois que la majorité du territoire a déjà été est déjà sous le contrôle de la Russie, mais il reste encore quand même des centaines, sinon des milliers de kilomètres carrés. Fait que ça, pour l'Ukraine, c'est pas facile nécessairement non plus de dire on vous cède ce territoire. Maintenant, avec la posture actuelle du gouvernement Zelensky, on sort clairement du jusqu'au boutisme et du maximalisme, et ça, c'était urgent. On en parlait aussi à la revue de presse, comme quoi le plus gros obstacle au processus de paix devenait la position publique de Zelensky. Et on comprend, il ne pouvait pas non plus dire, on est sur le point d'abandonner et tout le monde, prenez ça relax sur le front, ça achève quand même. Évidemment, il ne pouvait pas faire ça. Évidemment, il ne pouvait pas suggérer que la guerre est perdue. Il ne pouvait pas suggérer que les troupes ukrainiennes n'iront pas jusqu'au bout. Mais publiquement, ça devenait problématique. Aujourd'hui, l'Ukraine change son propos considérablement, mais on voit clairement ce qui se profile pour les prochaines semaines pour ce qui est de l'Ukraine. Kursk, c'est à mon avis ce qui va vraiment déterminer le processus de paix. On sait, on en parlait aussi dans la revue de presse avec la carte au cours des dernières semaines. On voyait que les Russes étaient en train vraiment de mettre beaucoup d'énergie pour repousser les Ukrainiens de la région de Kursk. Cette incursion ukrainienne qui est arrivée au cours de l'été 2024, alors qu'on a décidé d'ouvrir un nouveau front pour essayer de justement briser l'impasse et briser la situation qui était clairement l'avantage de la Russie sur le front Est. On a décidé d'ouvrir un nouveau front à Kursk et maintenant, on en avait parlé un peu. Les Ukrainiens espèrent utiliser ce territoire qui est contrôlé en Russie, dans la région de Kursk, pour l'échanger contre ses propres territoires occupés par la Russie. Ça semblait évident que c'est ce qui se préparait. Et maintenant, en fait, la Russie tente de tout faire pour empêcher que ça se produise, parce qu'on voit tout ça se tramer, c'est écrit dans le ciel que c'est ce que veulent faire les Ukrainiens. Donc, les Russes concentrent beaucoup de leur effort militaire en ce moment à expulser les troupes ukrainiennes de leur territoire avant l'arrivée de Donald Trump. Et donc, on apprend maintenant que les Russes se préparent à lancer un assaut sur la région de Kursk avec quelques 50 000 soldats. On en avait parlé à quelques occasions justement de ce ramp-up qui se présentait du côté russe alors qu'on faisait venir des gens d'un peu partout, notamment des Nord-Coréens. Aujourd'hui, on nous parle d'environ 10 000 soldats nord-coréens qui seraient entraînés, prêts à être déployés et plusieurs qui auraient déjà pris part, en fait, qui sont déjà sur le front à prendre part à des opérations de combat auprès des troupes russes ordinaires et conventionnelles. On ajoute à ça qu'au cours des prochaines semaines, jusqu'à 100 000 soldats nord-coréens pourraient être déployés dans la région de Kursk. On nous parle donc, initialement, on parlait d'autour de 10 à 12 000 par le renseignement ukrainien. Ces 10-12 000 sont maintenant sur le terrain. On parle de jusqu'à 100 000 soldats, ce qui en soi, d'ailleurs, très intéressant, a déclenché une réaction régionale, alors que la Corée du Sud dit « Wow, attention, si la Corée du Nord décide qu'elle appuie la Russie et qu'elle devient une participante active dans le conflit ukrainien, nous aussi, la Corée du Sud, on va matcher l'implication, ou du moins apporter un contrepoids, sans nécessairement dire qu'on va l'équilibrer et qu'on va matcher chacune des contributions. On n'ira certainement pas jusque-là avec des soldats et de l'artillerie. Mais la Corée du Sud, qui était jusqu'ici restée sur les lignes de côté, à cause de l'implication de la Corée du Nord, décide de briser sa neutralité d'une manière et de se ranger avec l'Ukraine à travers un appui actif militaire. Donc, on fournit de l'équipement, on fournit des munitions et on pourrait fournir aussi des informations, des données satellitaires ou d'autres trucs de cette nature. Donc ça, là-dessus, il faut le comprendre aussi que toute forme d'implication d'acteurs régionaux implique aussi une contre-réponse de la part de l'Occident et visiblement, on n'est pas encore arrivé au bout des ressources là-dessus alors que la Corée du Sud vient juste de rejoindre la partie. Donc, très intéressant de voir ce qui va se produire avec l'Ukraine au cours des prochains mois. Je prends la peine aussi de mentionner là-dessus, c'est arrivé hier, tout juste, on vient juste d'apprendre. Joe Biden autorise l'Ukraine à faire l'utilisation
des armes à longue portée, des missiles à longue portée sur le territoire russe beaucoup plus profondément. Donc, à frapper des cibles russes profondément de l'autre côté de la frontière. C'est quelque chose, on se souvient, Biden avait hésité très longtemps. Biden avait fini par dire non, en fait. Et ce non avait motivé le refus également des autres alliés. On pense à l'Allemagne, on pense aussi à la France et au Royaume-Uni. Tout le monde, voyant le refus des États-Unis de permettre à l'Ukraine de frapper plus profondément, avait dit, vous savez, nous non plus. Tant que les États-Unis le font pas, on le fera pas. Et ça avait frustré beaucoup l'Ukraine parce qu'on dit, vous savez, notre autorisation actuellement, tout ce qu'on peut frapper, c'est ce qui est directement de l'autre côté de la frontière et qui est activement engagé dans une attaque contre le territoire ukrainien. Donc, l'Ukraine se plaignait de dire, on peut pas frapper les sites de production de munitions. On peut pas frapper les endroits de staging, donc les endroits où se préparent les Russes pour avancer justement vers la frontière ukrainienne. On dit, on devrait pouvoir frapper un peu plus en anticipation plutôt qu'en réaction des attaques russes, et ça nous permettrait de reprendre le dessus. Cet argument-là n'a pas été acheté du tout par les États-Unis ni par les alliés qui, au-delà de juste dire il y a un danger d'escalade, on disait carrément ça n'aura pas d'impact. Ça ne changera pas l'impact, le momentum de la guerre. Ça va rien changer. C'était ça le propos des États-Unis et de leurs alliés. Maintenant, Joe Biden décide de renverser cette politique, à nous dire, vous savez quoi, finalement il a réfléchi et maintenant que Donald Trump est sur le point d'arriver, maintenant, soudainement vous avez le droit. À partir de maintenant, vous pouvez utiliser les armes fournies par les Américains et on va en fournir d'ailleurs des armes pour frapper plus profondément en Russie. Il y a un certain nombre de trucs qu'on peut relever là-dessus. D'abord, je pense que c'est Joe Biden qui est parfaitement conscient de la situation actuelle, qui est parfaitement conscient que l'Ukraine joue ses dernières cartes et qui est parfaitement conscient que peu importe ce qu'il fait en ce moment, n'aura pas d'impact sur l'escalade du conflit. Le conflit est terminé. À toute fin pratique, politique, diplomatique, le conflit est terminé. Il reste juste à formaliser cette fin-là. Et la fin, elle est assez claire. Je vous l'ai mentionné déjà il y a des semaines, ça m'a frappé comme un éclair. Ce qui va se passer, c'est que l'Ukraine va quitter Koursk par la paix ou par la force et qu'elle va céder les territoires restants à la Russie. Il n'y aura pas de garantie de sécurité. Il n'y aura pas d'OTAN. Peut-être une garantie à travers d'autres États, mais certainement pas à travers l'OTAN. Et ça, on pouvait déjà le voir depuis très longtemps. Donc, si nous, on le voit, Biden le voit. Et Biden, ce qu'il voit en ce moment, justement, c'est que les Russes poussent sur Koursk et que les Ukrainiens ont besoin de Koursk pour jouer cette carte dans les négociations. S'ils la perdent, ils n'ont plus aucun levier. C'est pourquoi on a lancé cette attaque, c'est pourquoi on y tient autant, et c'est pourquoi on alloue autant de ressources à y rester. Donc maintenant, moi j'imagine probablement que ce qui se passe, c'est que Joe Biden est parfaitement conscient de tout ce qu'on se mentionne, que les Nord-Coréens sont actuellement à l'assaut sur Koursk, qu'il y a au-dessus de 50 000 soldats qui se préparent à une contre-offensive, en fait, qui a déjà été lancée, mais qui gagne en intensité de jour en jour, et que, inévitablement, les Ukrainiens vont perdre beaucoup de territoire dans la région de Koursk au cours des prochaines semaines. Maintenant, pour sauver les meubles, pour essayer de limiter ces pertes de territoire et garder une bonne posture pour l'Ukraine à la table de négociation, on lui dit, gars, voici ce que tu as besoin pour au moins maintenir les choses telles qu'elles sont. Il faudrait pas avoir la naïveté de penser que dans les quelques prochaines semaines, 6, 7, 8 prochaines semaines, que soudainement, les Ukrainiens vont renverser la vapeur. Tout le monde sait très bien ce qui est en train de se produire. Trump est sur le point d'arriver à la Maison-Blanche. Les contours de l'entente qui a été proposée par l'administration Trump et J.D. Vance sont bien connus. C'est justement de céder Koursk, de céder les territoires du Donbass, de revenir à une formule où l'Ukraine ne menace pas la sécurité territoriale de la Russie. Et je suis pas en train de vous dire qu'il menaçait la sécurité territoriale de la Russie. Je suis en train de vous dire que l'accord qui est proposé par l'administration Trump est clairement un accord qui est plus paramétré avec les désirs de la Russie que ceux de l'Ukraine. On cherche à mettre fin à la guerre. Donc, sachant tout ça, il faudrait pas se surprendre si au cours des prochaines semaines, les Ukrainiens lancent tout ce qu'ils ont sur le front. Ne vous surprenez pas si les Ukrainiens qui depuis 2 ans maintenant calculent leurs réserves et calculent leurs ressources et leurs conscriptions et calculent leurs munitions avec un zèle extrême en se disant que justement chaque kilomètre perdu maintenant est un kilomètre perdu pour toujours.
cette urgence risque d'être encore plus explicite au cours des prochains jours et des prochaines semaines, parce que maintenant l'Ukraine se bat littéralement pour ce qui lui restera. Si elle est en mesure de maintenir la présence à Koursk, elle pourra peut-être utiliser ça comme une carte de négociation. Et en passant, le Kremlin dit déjà que c'est hors de question. Le jeu de positionnement là-dessus est déjà très clair. Alors que l'Ukraine veut utiliser Koursk, les Russes disent qu'ils vont reprendre tout le territoire pris par l'Ukraine avant même de commencer la négociation. Donc moi, je vous le dis, au cours des 8-9 prochaines semaines, avant l'arrivée de Donald Trump, son assermentation, attendez-vous à une intensification massive du conflit en Ukraine, alors que l'Ukraine va lancer tout ce qui lui reste sur le front, en sachant que les minutes sont comptées, que le compteur, il reste plus seulement quelques secondes sur le Jumbotron et qu'il est très important d'aller chercher tout ce qu'on peut avant la fin. Donc, l'Ukraine va tout lancer, la Russie, même chose. On va essayer d'aller se mettre dans une aussi bonne posture que possible avant les négociations. Et ça va être vrai pour l'un comme pour l'autre. Donc, à suivre l'Ukraine au cours des prochaines semaines. Aucun doute que ça va beaucoup bouger. On continue avec un dossier très rapide pour ce qui est du Moyen-Orient. Je veux pas qu'on s'éternise trop. Je vois, ça fait déjà au-dessus d'une heure et demie qu'on est ensemble. Alors que, grosse nouvelle en fait, on se parlait tout à l'heure d'un cessez-le-feu possible au Liban. On voyait qu'Israël commence à se positionner pour essayer de faire un cadeau à Trump. À l'inverse, pour ce qui est du Hamas, de Gaza, de la Palestine, ça regarde mal. Ça regarde tellement mal. Ça regarde tellement mal. On a appris cette semaine que le Qatar a suspendu sa médiation entre le Hamas et Israël. On le sait depuis le début du conflit et même depuis des années, devrait-on le dire, là. Le Qatar agit comme médiateur dans le conflit, dans plusieurs conflits au Moyen-Orient. Ça fait partie un peu de sa politique étrangère. Le Qatar, un peu comme la Suisse du Moyen-Orient, si on veut, a besoin de la neutralité pour se protéger lui-même de la multitude et de toute la diversité d'intérêts stratégiques qui existent dans la région. Tout le monde ne s'entend pas très bien. Tout le monde a des intérêts parfois incompatibles, parfois contradictoires. Et donc, si vous êtes un petit pays avec une capacité militaire très limitée dans cette région, dans ce quartier très difficile, vous avez l'option de vous ranger avec une de ces grandes puissances ou vous avez l'option de rester dans la neutralité et d'être un joueur aussi utile que possible en tant qu'agent neutre. De la même manière que on ne tente pas de recruter la Suisse ou l'Autriche tant que ça dans notre réseau d'alliés parce qu'on sait que c'est aussi utile d'avoir des plateformes de négociation, parce qu'on sait que c'est aussi utile d'avoir un élément de neutralité. On a toujours accepté que le Qatar faisait partie justement de ce groupe d'États plus neutres et que c'était utile d'avoir cette plateforme au Moyen-Orient pour avoir des discussions productives entre non seulement le Hamas et Israël, mais aussi entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et un certain nombre de conflits régionaux qu'on pourrait imaginer. Cette fois, le Qatar en a eu assez. Le Qatar dit, je suis à bout, vous voulez pas négocier pour vrai. Clairement, ni Israël, ni le Hamas, vous voulez vraiment être sérieux. Fait que tant que vous êtes pas sérieux comme ça, sacrez votre camp. Et c'est dans ces termes que ça a été dit en passant. On a demandé au Hamas de fermer son bureau politique. Le bureau politique du Hamas est ouvert depuis des années au Qatar. C'était un des seuls États qui acceptait, bien sûr, que le Hamas ouvre un bureau sur place, un peu comme une ambassade d'une certaine manière. On reconnaissait le Hamas non pas comme un groupe terroriste, on ne le qualifiait pas comme tel, mais bien comme une organisation avec une place légitime à la table de la diplomatie. C'était énorme. Et là, ce qu'on demande aujourd'hui au Hamas, de sortir du pays et de fermer son bureau politique parce qu'on l'estime de mauvaise foi dans le processus de négociation, c'est énorme. C'est le Qatar qui dit, on est tanné d'avoir l'air fou à cause de vous. Notre propre réputation comme agent de paix, comme agent de négociation, de médiation est remise en doute parce qu'on est incapable de faire asseoir ensemble deux pays qui ne sont pas de bonne foi. Donc, deux pays, deux acteurs, devrais-je dire, qui ne sont pas de bonne foi. Donc, les conséquences de ça sont assez sérieuses quand même, parce que ça offrait, comme je vous le disais tout à l'heure, une plateforme pour la négociation qui, même si ça allait nulle part, au moins, elle existait. La question devient, que va faire le Hamas? Où va opérer le Hamas? Soyons très clairs. Il y a une raison aussi pourquoi on opérait au Qatar. C'est qu'Israël ne pouvait pas les bombarder. Essayez d'opérer un bureau politique du Hamas à Gaza. Demain matin, c'est terminé. Demain matin, c'est un amas de cendres et de débris.
Même chose si on l'installe en Iran, parce que plusieurs me diraient, mais pourquoi ils vont pas en Iran? Même chose. Israël a déjà prouvé sa capacité et sa volonté et son plaisir à aller frapper profondément dans l'espace aérien iranien, en toute impunité, sans jamais qu'on soit capable de l'empêcher ou même de répondre. Donc, pour le Hamas, d'aller s'ouvrir un bureau politique en Iran, c'est la même chose. De la même manière qu'on a tué Ismaël Haniyeh au beau milieu de la capitale iranienne, on serait capable aussi de détruire un bureau du Hamas. Donc, le Hamas n'a pas nécessairement la liberté de choisir dans quel État il s'installe. S'il s'installe dans un pays hostile à Israël, comme la Syrie, comme l'Irak, comme l'Iran, Israël va tout simplement les bombarder. Et il n'existera plus de bureau politique. À l'inverse, s'il se positionne dans un État comme par exemple les États-Unis ou la France, personne ne veut de lui, parce que c'est un groupe terroriste. Donc, les options sont assez limitées aux yeux, de ces États. Donc, les options sont assez limitées pour le Hamas. Et là, ce qu'on se pose aujourd'hui comme question, c'est qu'est-ce qui va arriver? Une fois que le Qatar n'est plus sur la carte et en passant, le Hamas nie, dit non, ils nous ont pas rien demandé, blablabla, mais le Qatar le dit publiquement. Donc, on verra ce qui arrivera avec ça, mais pour l'instant, on se pose la question de savoir où ira le bureau politique du Hamas. Certains parlent de l'Iran. Pour ma part, je dis, ça n'arrivera pas pour les raisons qu'on vient d'exposer. Il serait démoli au jour 2. L'autre possibilité que je relevais déjà la semaine dernière avec l'AMA, la Turquie. Et ce matin, je lisais justement que la Turquie serait une possibilité pour accueillir un nouveau bureau politique du Hamas. La Turquie, bien sûr, qui serait un acteur relativement productif, mais pas impartial. Et c'est là qu'on a peut-être un peu plus un problème, parce que le Qatar n'avait pas nécessairement d'allégeance dans tout ça. Le Qatar espérait vraiment juste tirer son épingle du jeu, espérait vraiment juste qu'on lui donne une bonne tape dans le dos et qu'on le remercie d'avoir agi comme médiateur, parce que ça sert ses propres intérêts à lui. Ça le protège justement de toute cette espèce de guerre idéologique qui existe dans le Moyen-Orient, et ça le permet de s'en isoler, de protéger son régime. Pour ce qui est de la Turquie, on se cache pas du tout qu'on déteste Israël. La Turquie ne se cache pas du tout de son opposition à Netanyahou, ne gêne pas du tout pour dénoncer ce que fait Israël à Gaza comme étant un génocide, comme étant un crime contre l'humanité, un crime de guerre, ne gêne pas du tout pour demander à la Cour pénale internationale de prosécuter, de mener des actions en justice internationale contre les leaders israéliens. Donc, pour plusieurs, ça pose la question de savoir est-ce que la Turquie est vraiment un acteur crédible de médiation, alors qu'elle est déjà, d'une certaine manière, elle a un parti pris dans le conflit. Donc, soyons clairs. Et on en parlait déjà dans une autre revue de presse. Personne n'est neutre dans le conflit israélo-palestinien. Personne ne peut agir comme médiateur, qui n'a jamais pris de position d'un côté ou de l'autre, et qui jamais, pas la Suède, pas personne. Il n'y en a pas de bons candidats. On avait le Qatar qui était le moins pire. Maintenant, avec la Turquie, ce serait le deuxième moins pire candidat. Mais soyons clairs, c'est de la merde. La Turquie ne serait pas une bonne destination, c'est pas un bon forum, c'est juste le moins pire de tous les mauvais. Le meilleur, et vous serez pas content d'entendre ça, c'est la Chine. C'est la Chine. C'est la seule qui a rien à voir dans tout ça. C'est la seule qui a un vrai intérêt à mettre fin au conflit parce que ses intérêts énergétiques le commandent. La Chine fait venir beaucoup, sinon la majorité de son énergie qui alimente son économie, qui alimente le pays à travers justement le Moyen-Orient, à travers le Golfe, à travers les pays du Golfe, particulièrement l'Iran. Donc c'est quelqu'un qui, depuis le départ, a avantage à agir comme scène de médiation dans le Moyen-Orient et qui l'a fait avec succès, soyons clairs. La dernière entente spectaculaire entre l'Iran et l'Arabie saoudite, deux ennemis idéologiques, politiques, religieux, militaires, stratégiques, tout ce qu'on pourrait imaginer de guerre froide du Moyen-Orient. La Chine est venue s'asseoir entre les deux et a dit « Est-ce que ça vous tenterait pas de négocier? » Oui, good. Personne n'y croyait. Ils se sont assis ensemble et effectivement, on est arrivé avec un accord de normalisation. Et aujourd'hui, on n'y croyait pas du tout. Et aujourd'hui, l'Arabie saoudite et l'Iran ont des relations pas amicales, mais productives. On se parle. Très récemment, vous aviez Abbas Arichi qui est allé rencontrer Mohammed Ben Salman, carrément, en Arabie saoudite. Donc, à mon avis, ou est-ce que c'était l'inverse, Ben Salman s'est rendu, peu importe. Mais on a des rencontres de très haut niveau entre les deux, au niveau diplomatique, qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant.
où c'était même pas légal d'entretenir un téléphone entre les deux. Ça a été criminel de négocier avec l'autre. C'était à ce point-là. Donc, la Chine a déjà agi comme médiatrice dans la région. Elle a la capacité de le faire, elle a la crédibilité pour le faire, elle a les compétences, elle a les moyens, elle peut envoyer une délégation pendant 4 mois, puis elle n'aurait rien à faire de ça. Donc, la Chine serait un acteur crédible maintenant. Pensez-vous vraiment que les États-Unis vont laisser la Chine broker un accord de paix dans le Moyen-Orient? Pensez-vous vraiment que Israël va laisser la Chine broker un accord de paix dans le Moyen-Orient? Non. Mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est que la Chine sera un très bon forum, neutre, et une des seules qui n'a pas choisi un camp. Vous avez jamais entendu la Chine vraiment accuser Israël de X, Y, Z, ou le Hamas, ou la Chine regarde toujours de l'extérieur en disant « Réglez donc ça, là! » C'est essentiellement le discours de la Chine, toujours. Donc, on accuse plutôt les États-Unis d'être des acteurs nuisibles à tout ça. On accuse l'Union européenne d'être tendancieuse. On va y aller par périphérie, mais la Chine va jamais vraiment mettre son doigt dans la balance. Donc, c'est triste de le dire comme ça, mais le Parti communiste chinois est aujourd'hui un des seuls acteurs sur la scène internationale qui n'est pas contaminé sur la question palestino-israélienne par ses positions précédentes. Donc, ça arrivera jamais, mais la Chine aurait très certainement une crédibilité pour agir là-dessus. Puis elle essaie, en passant, elle a essayé de tenir des négociations. Récemment, on en parlait à Revue de presse. Elle a tenu une rencontre ou essayé de tenir une rencontre entre le Fatah et le Hamas, les deux factions qui s'obstinent pour le pouvoir, si on veut, en Palestine, particulièrement sur la bande de Gaza. On a essayé de tenir des rencontres entre les deux, alors qu'on croyait aussi que c'était impossible. Donc, il faut de ces acteurs. Il faut vraiment de ces acteurs qui n'ont pas un intérêt à la faveur d'un camp ou d'un autre, qui veulent vraiment juste voir le conflit se terminer au nom de la paix mondiale, au nom de la stabilité et au nom parfois de ses propres intérêts. Si son intérêt, c'est la stabilité régionale, si son intérêt, c'est que tout revienne au calme, ça en fait en soi un très bon candidat. Si ton intérêt, c'est qu'Israël sorte gagnant et que c'est ça la paix, c'est Israël impose une paix forcée, impose une paix armée à tout le monde à travers le démembrement du Hamas, ben ça, c'est la position américaine. De dire, laissez Israël faire et la paix va se créer. De l'autre côté, ben vous avez tous les pays arabes, les pays du Golfe, etc., qui vont dire, les pays musulmans surtout, qui vont mentionner, ben aidez le Hamas, et rendez pas justement la position israélienne si dominante et si extrême, et vous aurez peut-être plus de chance vers la stabilité. C'est justement ce déséquilibre qui invite à la guerre. Donc, des deux côtés, on a un peu un parti pris qui rend impossible quelque forme de négociation et de médiation. Les Chinois, là-dessus, ont une position acceptable. On pourrait dire la Russie, si vous êtes vraiment, vraiment ambitieux, mais la Russie a quand même un historique avec Israël qui est pas entièrement positif. La Russie pourra entretenir des relations avec le Hamas, mais encore là, c'est très touché à cause de la question de l'islamisme militant en Russie. C'est quelque chose sur lequel Poutine a dû mettre un couvert très tôt dans sa présidence. Dès le début des années 2000, ça a été un des premiers défis de Vladimir Poutine, ça a été de gérer les tensions avec les musulmans et les populations tchétchènes. Donc, il faudrait pas se surprendre si Vladimir Poutine n'est pas nécessairement un grand fan de l'islamisme et des positions en général du Hamas et de la violence politique. Donc, on se termine là-dessus. Je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce qu'on avait à mentionner aujourd'hui. On se parlait de la Turquie, de l'administration Trump au complet, l'Iran, l'Ukraine, etc. Haïti, je termine en vous mentionnant que ça va extrêmement mal. Ça va vraiment extrêmement mal. On se souvient, il y avait eu ce nouveau premier ministre, Gary Conille, qui est arrivé autour du mois de mai, si je me souviens bien, corrigez-moi si j'avais tort. Et dès le départ, c'est parti en couille immédiatement. M. Conille a été incapable de récupérer quelque forme de légitimité politique. Il était bien sûr à la tête, non pas d'un gouvernement, on se souvient, après l'assassinat de Jovenel Moïse, on n'a eu aucune élection. Haïti, c'est le chaos total, le free-for-all depuis ce jour. Et donc, la communauté internationale avait assigné un comité de transition qui lui-même était venu par consensus, si on veut, à nommer Gary Conille à sa tête. Et maintenant, après quelques mois, juin, juillet, août, septembre, octobre, tout juste 5 ou 6 mois, Gary Conille qui a été destitué de ses fonctions par le Conseil de transition. Encore une fois, là-dessus, on a une question d'ambiguïté constitutionnelle où Gary Conille, qui a été destitué par le Conseil, dit « Le Conseil n'avait pas le pouvoir de me destituer. »
Normalement, c'est le Parlement qui a le droit de congédier le premier ministre. Et là, il n'y a pas de Parlement. Il y a juste un conseil de transition. Donc, en théorie, on pourrait présumer que le conseil de transition agit au nom du Parlement, mais vous voyez où on en est. Donc là, on n'a plus de premier ministre. On doit arriver encore avec une nouvelle formule de pouvoir pour ce qui est de Haïti. Et pire encore, c'est la situation sécuritaire surtout qui a de quoi inquiéter. Parce qu'on se souvient, on a envoyé des soldats, des policiers, devrais-je dire, des policiers kenyans sous financement américain et sous mandat de l'ONU pour aller rétablir la sécurité ou une forme d'ordre, particulièrement autour des installations stratégiques de Port-au-Prince. Par là, j'entends bien sûr des installations présidentielles, le Parlement, l'Assemblée nationale, vous comprenez tout ce qui a un peu de symbolisme, mais aussi le port, l'aéroport. Tout ça, ça a dû être réouvert par la force pour être en mesure de maintenir au moins un lien aérien ou un lien portuaire avec Haïti. Et au cours des derniers jours, on a eu un certain nombre d'événements où des avions internationaux, des vols internationaux, ont été exposés à des tirs à partir d'Haïti. Donc, alors qu'on atterrissait, alors qu'on était en approche de l'île, de l'aéroport de Port-au-Prince, des avions qui ont été visés par des tirs. Un en particulier là, qui a dû détourner, qui a dû changer d'itinéraire. Et vous comprendrez ce que ça veut dire. C'est que l'aéroport de Port-au-Prince ne serait plus sécuritaire. Les implications sont extrêmement sérieuses. Les gangs ont compris il y a très longtemps que les policiers arrivent par l'aéroport. Si tu veux plus de policiers, tu as juste à bloquer l'aéroport. Si tu veux plus de policiers, tu as juste à bloquer le port. Et donc, on voit que les installations stratégiques avaient été réouvertes justement par ces implications internationales, justement par désir de maintenir un minimum de sens sur le territoire haïtien, sont en train de s'effondrer. Et les gangs reprennent le contrôle de ces infrastructures stratégiques. Et donc, alors qu'on parlait d'envoyer encore plus de policiers kenyans, aujourd'hui, c'est logistiquement impossible. Ils n'ont nulle part pour atterrir, jusqu'à ce qu'on reprenne le contrôle de l'aéroport et qu'on soit en mesure de l'ouvrir de manière sécuritaire. Donc, Haïti, ça va extrêmement mal. Non seulement on a perdu l'aéroport au cours des derniers jours, on a perdu aussi un premier ministre et il semble qu'on a perdu aussi beaucoup d'espoir d'arriver à une transition démocratique dans l'ordre. Alors, à suivre au cours des prochaines semaines. Merci à tout le monde d'avoir été là pour cette revue de presse. Quel grand plaisir de vous retrouver vraiment à chaque semaine. Si vous avez questions, commentaires, suggestions, des trucs que vous aimeriez qu'on aborde, gênez-vous surtout pas. Courriel, commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous mentionne également qu'on a un dossier qui sera publié au cours des prochains jours, qui se veut une analyse électorale prospective, justement, d'un peu tout ce qu'on a couvert tout à l'heure par rapport aux implications colossales de l'administration Trump et de cette nouvelle présidence, de ce deuxième mandat. À quoi s'attendre pour l'Ukraine, à quoi s'attendre pour Israël, Moyen-Orient, Iran, etc., pour la guerre culturelle, pour les États-Unis eux-mêmes, quelles implications pour le Canada. Je vous avoue, moi-même, qu'en ouvrant cette canne, on a découvert assez vite à quel point il y avait du stock et à quel point on pouvait vraiment, c'était fertile comme sujet. Donc, je n'en doute pas, ce sera une vidéo très intéressante, du moins pour tous ceux qui s'intéressent à cette question. D'ici là, je vous remercie et je vous dis bye bye. Partagez l'amour, semez l'espoir. Je vous aime.